Ils se sont moqués de lui pour avoir payé 100 $ pour un cheval à peine capable de tenir debout. Mais quelques jours plus tard, quand ils ont vu l'animal sauver son nouveau maître, tout le monde s'est tu. Le brouillard s'accrochait aux collines de Saint-Pierre-des-Champs comme un voile tenace, enveloppant les vignobles endormis dans une lumière laiteuse. Mathieu Dubois avançait péniblement sur le chemin de terre, sa jambe droite traînant légèrement derrière lui, laissant une trace asymétrique dans la fine couche de rosée. 23 ans et déjà marqué par la vie, il portait son handicap comme d'autres portent un manteau usé, avec une résignation teintée de dignité silencieuse. À chaque pas, les souvenirs du tracteur, de ce jour d'été où sa vie avait basculé, revenaient comme un écho lointain. Il avait 7 ans, courait entre les vignes pendant que ses parents travaillaient pour la famille Beaumont. Un cri de sa mère, le rugissement métallique d'un moteur mal freiné, puis le noir. Quand il s'était réveillé à l'hôpital de Carcassonne, sa jambe n'était plus qu'un appendice inerte, et le médecin parlait à voix basse avec sa grand-mère Élise. « C'est pour aujourd'hui ou pour demain, Mathieu ?» lança Marcel, le vieux charretier, assis devant l'épicerie du village. « Bonjour Marcel », répondit simplement Mathieu, habité par cette économie de mots propres aux gens qui ont appris que le monde n'attendait pas leurs paroles. Le marché hebdomadaire de Saint-Pierre-des-Champs tenait plus d'un rassemblement familial que d'un véritable commerce. Dans ce village de 300 âmes, chacun connaissait les habitudes, les douleurs et les silences des autres. Chaque mercredi, Mathieu venait aider Madame Girard à installer son étal de pain et de pâtisserie, en échange de quelques miches et parfois d'un pot de confiture. « Tu as maigri encore », remarqua la boulangère en lui tendant un croissant. « Ta grand-mère serait fâchée de te voir négliger les repas comme ça. » Mathieu accepta le croissant avec un sourire fantôme. Depuis la mort d'Élise il y a 2 ans, la petite maison de pierre héritée de sa grand-mère semblait trop grande, trop vide, peuplée uniquement des histoires qu'elle lui racontait sur les chevaux magiques des Pyrénées. « Tu as entendu parler de la foire aux chevaux à Midi-Pyrénées » demanda Claude, le facteur, en déposant quelques enveloppes sur l'étal. « Paraît qu'il y aura des éleveurs de toute la région. » Quelque chose s'éveilla dans les yeux généralement éteints de Mathieu. Depuis l'enfance, il avait cette connexion inexplicable avec les animaux, cette capacité presque surnaturelle de calmer les bêtes les plus agitées. Ils reconnaissent la douleur l'un chez l'autre, disait Élise quand les fermiers venaient chercher Mathieu pour apaiser un cheval effrayé ou une vache récalcitrante. Ce soir-là, dans la solitude de sa cuisine, Mathieu ouvrit la boîte en fer où il conservait précieusement ses économies, 100 € exactement, amassés sou par sou, journée de travail après journée de travail. Cet argent était destiné à un traitement expérimental à Toulouse, une thérapie qui promettait d'améliorer sa mobilité. Il caressa les billets du bout des doigts, puis les plia soigneusement dans la poche intérieure de sa veste élimée. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des mois, Mathieu prit le car rural qui reliait Saint-Pierre à Carcassonne, puis la correspondance vers Midi-Pyrénées. Le chauffeur le connaissait, comme tout le monde dans la région. « Tu vas loin aujourd'hui, Mathieu ?»« La foire aux chevaux », répondit-il simplement. L'homme hocha la tête, sans poser plus de questions. C'était la grâce accordée à Mathieu depuis l'accident, depuis qu'il était devenu orphelin à 12 ans quand ses parents avaient péri dans un accident de voiture. On ne le pressait jamais de parler. La foire grouillait d'activité. Des éleveurs en bottes impeccables présentaient des chevaux lustrés aux acheteurs potentiels. L'odeur de foin frais et de fumier se mêlait aux effluves de saucisses grillées et de vin chaud. Mathieu se déplaçait en périphérie de la foule, observant sans vraiment participer, comme il l'avait toujours fait. C'est alors qu'il le vit. Attaché loin des autres, un cheval gris, un percheron autrefois majestueux, désormais squelettique. Sa robe terne portait les marques d'anciennes blessures, ses yeux fixaient le vide comme s'ils avaient cessé d'espérer. Un groupe d'hommes passa près de l'animal, riant grassement. « Combien pour cette carcasse ?» lança l'un d'eux. « Même les chiens n'en voudraient pas. » Le propriétaire, un homme en costume italien qui détonnait dans ce rassemblement rural, jeta un regard méprisant vers l'animal. Mathieu le reconnut immédiatement. Philippe Beaumont, propriétaire du plus grand domaine viticole de la région, celui-là même où travaillaient ses parents lorsqu'il avait eu son accident. « 50 € »
Et je vous débarrasse de ce problème, cria un marchand de viande qui évaluait l'animal comme une simple marchandise. Beaumont haussa les épaules. Qu'on en finisse, il part à l'abattoir ce soir de toute façon. Quelque chose se noua dans la poitrine de Mathieu. Dans le regard vide de ce cheval, il reconnaissait son propre abandon, sa propre solitude. Ses mains se mirent à trembler tandis qu'il s'approchait de Beaumont. « Combien pour le cheval, monsieur ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible dans le brouhaha de la foire. Beaumont tourna la tête, surpris par cette interruption. Ses yeux balayèrent Mathieu de haut en bas, notant la jambe handicapée, les vêtements usés, l'apparence générale de pauvreté. « 100 €, si tu veux gaspiller ton argent pour de la viande pourrie, » répondit-il avec un sourire dédaigneux. Les spectateurs, attirés par l'échange, commencèrent à former un cercle autour d'eux. « L'estropié veut un cheval !» s'exclama l'un d'eux, déclenchant des rires moqueurs. « 2 brisés ne font pas un entier !» cria un autre, provoquant une nouvelle vague d'hilarité. Sans un mot, Mathieu sortit les billets soigneusement pliés de sa poche intérieure. 100 €, le fruit de mois de travail sous le soleil brûlant, l'espoir d'un traitement qui aurait pu changer sa vie. Il les tendit à Beaumont, qui s'en saisit avec un rictus satisfait. « Prends ton cheval mort-vivant, » dit-il en lui jetant la corde usée. « Je ne te donne pas 2 jours avant que tu ne supplies quelqu'un de l'abattre. » La foule se dispersa, emportant avec elle les rires et les commentaires cruels. Mathieu resta immobile devant l'animal qui lui appartenait désormais. Il ne tenta pas de le toucher, ne chercha pas à l'approcher brusquement. Au lieu de cela, il s'assit simplement sur le sol, ignorant la boue qui souillait son unique pantalon. En silence, il sortit son canif et une pomme de sa poche. Avec des gestes lents et précis, il commença à la peler, laissant les spirales de peau rouge tomber sur le sol entre eux. « Tu n'es plus seul maintenant, » murmura-t-il, plaçant quelques morceaux de pomme sur le sol. « Je m'appelle Mathieu, je ne te ferai pas de mal. » Le cheval resta immobile, méfiant, mais quelque chose changea dans son regard quand il croisa celui du jeune homme. Ce n'était pas de la soumission, ni de la peur, des émotions qu'il connaissait trop bien, mais une forme de reconnaissance silencieuse, comme si 2 âmes blessées pouvaient communiquer au-delà des mots. Alors que le soleil commençait à décliner, Mathieu réalisa qu'il devait maintenant affronter le défi de ramener l'animal chez lui. Comment un jeune homme handicapé pourrait-il conduire un cheval terrorisé sur plusieurs kilomètres ? « Tu n'es pas aussi fou qu'il le pense », dit une voix derrière lui. Marcel, le vieux charretier qui avait observé toute la scène de loin, s'approchait lentement. « Ce cheval était magnifique autrefois », continua-t-il en s'accroupissant près de Mathieu. « Je le connais. Il appartenait à Jean-Pierre Lavallée avant que Beaumont ne l'achète pour l'exhiber. Il s'appelait Éclair. »« Plus maintenant », répondit Mathieu, observant le cheval qui commençait enfin à manger les morceaux de pommes. « Maintenant, il s'appelle Liberté. » Marcel l'aida à transporter Liberté jusqu'à Saint-Pierre-des-Champs. Le vieil homme possédait encore une ancienne carriole qu'il utilisait occasionnellement pour des travaux agricoles. Le voyage fut lent et tendu, le cheval tressaillant au moindre bruit, mais ils finirent par atteindre la petite maison de pierre héritée de la grand-mère de Mathieu. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'étable improvisée, qui avait autrefois abrité les chèvres d'Élise, Liberté se figea, refusant catégoriquement d'avancer. « Il a peur des espaces clos », expliqua Marcel, observant la panique dans les yeux de l'animal. Beaumont le gardait dans une stalle étroite et sombre, comme punition quand il désobéissait pendant les entraînements. Mathieu hocha la tête, comprenant instantanément. Alors il restera sous les étoiles jusqu'à ce qu'il choisisse d'entrer. Tandis que Marcel préparait son départ, le vieil homme murmura « Tu as gaspillé ton argent, gamin. Ce cheval est trop brisé. » Resté seul avec Liberté, Mathieu étendit une couverture sur le sol de la cour et s'assit à une distance sécuritaire. De la poche intérieure de sa veste, il sortit un livre usé aux pages jaunies par le temps. Avec une voix douce et régulière, il commença à lire « Le Petit Prince » à haute voix, comme sa grand-mère le faisait pour lui lors des nuits où le fantôme de l'accident le maintenait éveillé. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Les mots de Saint-Exupéry flottaient dans l'air du soir, enveloppant hommes et bêtes dans une bulle hors du temps. Mathieu lisait sans attendre de réponse, sans exiger d'attention. Il offrait simplement sa présence, sa voix,
un point d'ancrage dans un monde qui avait été cruel pour eux deux. La nuit tomba complètement. Les étoiles apparurent une à une dans le ciel languedocien. Mathieu continua sa lecture jusqu'à ce que ses paupières deviennent lourdes. S'enroulant dans sa couverture, il s'endormit sous la voûte céleste, le livre ouvert sur sa poitrine. Au milieu de la nuit, le froid le réveilla. Clignant des yeux dans l'obscurité, il mit quelques secondes à comprendre ce qui avait changé. Liberté s'était déplacée. Le cheval se tenait maintenant à quelques mètres de lui, pas assez proche pour le toucher, mais suffisamment pour mieux entendre les mots. Un petit miracle que personne d'autre n'avait pu voir. Le vent frais fit frissonner Mathieu, mais il ne bougea pas, ne voulant pas effrayer cette confiance naissante. Il reprit simplement le livre et continua à lire doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, comme un secret partagé entre deux créatures qui commençaient à se reconnaître dans la douleur de l'autre. Le lendemain matin, Mathieu s'éveilla avec le premier chant du coq du voisin. Les étoiles s'effaçaient progressivement dans le ciel pâlissant, laissant place à une aube fraîche de printemps. Son dos protestait contre la nuit passée à même le sol, mais ce n'était pas cette douleur qui l'avait réveillé. C'était la présence, cette sensation d'être observé. Liberté se tenait toujours à distance, mais ses yeux étaient fixés sur lui avec une intensité nouvelle, comme s'il essayait de résoudre une énigme complexe. « Bonjour », murmura Mathieu en se redressant lentement, veillant à ne faire aucun mouvement brusque. « J'espère que tu as mieux dormi que moi. » Le cheval détourna légèrement la tête, mais ne recula pas comme Mathieu s'y attendait. Un petit progrès. Depuis ce jour, une routine s'établit entre eux, aussi fragile qu'une toile d'araignée couverte de rosée. Chaque matin avant l'aube, Mathieu remplissait un seau d'eau fraîche et déposait une petite botte de foin à une distance respectueuse de l'endroit où Liberté avait passé la nuit. Puis, sans insister, sans même attendre que le cheval s'approche, il partait travailler, tantôt dans les vignes voisines où on lui confiait les tâches adaptées à sa mobilité réduite, tantôt chez Marcel qui avait besoin d'aide pour réparer sa vieille charrette. Le soir, il revenait avec quelques carottes ou pommes, qu'il coupait méthodiquement en morceaux égaux avant de les disposer en ligne, créant un chemin qui s'approchait un peu plus de lui chaque jour. Puis, il sortait son livre et reprenait sa lecture là où il l'avait laissé, sa voix douce, flottant dans l'air du crépuscule. Pendant la première semaine, Liberté maintenait toujours une distance d'au moins 5 mètres. Lors de la deuxième, cette distance se réduisit à 3 mètres, un territoire conquis centimètre par centimètre, mesuré par les emplacements où Mathieu posait sa couverture pour lire. « Tu as une approche intéressante », observa Marcel un soir qu'il passait à porter un sac d'avoine. La plupart des gens essaieraient de le dompter, de lui imposer leur volonté. Mathieu haussa les épaules. On nous a suffisamment imposé des choses à tous les deux. Le 13e jour, alors que Mathieu lisait un passage particulièrement émouvant où le petit prince parle de son amour pour sa rose, il remarqua que Liberté s'était approchée au point de pouvoir sentir son souffle. Le cheval se tenait immobile, les oreilles dressées, entièrement concentré sur la cadence des mots. Mathieu continua à lire, combattant l'envie de tendre la main, sachant instinctivement que ce geste briserait le fragile équilibre qu'ils avaient établi. La nouvelle du boiteux et son cheval mourant se répandit rapidement dans le village. Saint-Pierre-des-Champs était trop petit pour garder des secrets, et la curiosité fit place à un intérêt sincère quand les habitants commencèrent à remarquer les changements subtils chez l'animal. « Il a déjà meilleure mine », commenta Madame Girard lorsque Mathieu passa à la boulangerie. Elle ajouta 2 petits pains supplémentaires à son achat habituel. « Tiens, pour toi et ton ami. Les miches d'hier, mais encore bonnes. » Quand Mathieu tenta de payer, elle secoua fermement la tête. « Non, non, c'est un cadeau. » Ces petits gestes se multiplièrent. Claude le facteur déviait parfois de sa route pour lui apporter des carottes de son potager. La femme du maire déposa un vieux tapis de laine. « Pour que tu ne dormes pas sur la terre nue, Mathieu. » Un matin, alors que la brume enveloppait encore le village, une camionnette verte s'arrêta devant la petite maison de pierre. Le docteur Bernard, vétérinaire retraité que Mathieu connaissait à peine, en descendit avec sa trousse médicale. « J'ai entendu parler de ton miracle », annonça-t-il sans préambule. « Je suis venu voir par moi-même. » Mathieu l'accompagna jusqu'au pré où Liberté paissait tranquillement.
Le changement était déjà visible. Le pelage avait retrouvé un peu de son lustre, et bien que toujours maigre, le cheval portait la tête plus haute. Marmonna le vétérinaire en observant l'animal à distance. Beaumont a vraiment fait des dégâts. Regarde ses marques sur ses flancs, coups de cravache, et ses pattes. Il a été attaché trop serré, trop longtemps. Puis-je l'examiner ? Demanda-t-il à Mathieu. C'est à lui qu'il faut demander, répondit simplement le jeune homme. Je ne décide pas pour lui. Le docteur Bernard haussa les sourcils, surpris, puis s'approcha lentement de Liberté, parlant doucement. Le cheval recula immédiatement, les oreilles plaquées en arrière. « Je vois », dit le vétérinaire en revenant vers Mathieu. « Je vais te laisser des médicaments, des anti-inflammatoires pour ses articulations et des vitamines pour… » « Non », l'interrompit Mathieu avec une fermeté qui surprit le vieil homme. « Pas de médicaments. Il a déjà eu trop de produits chimiques forcés dans son corps. » Le docteur Bernard le dévisagea un moment, puis un sourire lent apparut sur son visage. « Des herbes, alors ? Ma femme cultive de la camomille et de la valériane. Elle calme sans créer de dépendance. » Ils trouvèrent un compromis. 2 fois par semaine, le vétérinaire viendrait observer l'évolution de Liberté sans interférer dans l'approche de Mathieu. En échange, le jeune homme acceptait d'ajouter une infusion d'herbe à l'eau du cheval lors des journées particulièrement difficiles. Les semaines passèrent. Mathieu suivit son instinct, n'essayant jamais de toucher Liberté, ne lui demandant jamais rien. Un jour, il apporta un vieux poste de radio et le posa près de l'étable, laissant la musique classique jouer doucement, Debussy, Ravel, Satie, pendant qu'il effectuait de petites réparations, agrandissant les ouvertures, installant de grandes fenêtres pour combattre la peur des espaces clos de Liberté. Il parlait toujours d'une voix égale, racontant à l'animal ses journées, ses souvenirs d'enfance, les champs de lavande qu'ils visiteraient un jour ensemble. « Ma grand-mère disait que la lavande purifie l'âme », expliquait-il tout en rabotant une planche rugueuse. « Quand tu seras plus fort, nous irons voir les champs violets près de Valençol. L'air y est si parfumé qu'on dirait que le ciel lui-même s'est imprégné de fleurs. » Liberté commença à s'approcher pendant les lectures, d'abord en restant debout, vigilant, prêt à fuir. Puis, un soir mémorable, il s'allongea à quelques mètres, ses grands yeux fixés sur Mathieu avec une expression que le jeune homme n'arrivait pas à déchiffrer. Pas tout à fait de la confiance, mais peut-être l'ébauche d'une curiosité qui n'était plus dominée par la peur. À la fin du mois de juin, une tempête d'été s'abattit sur la région. Le ciel s'assombrit brutalement en milieu d'après-midi, et avant que Mathieu ne puisse finir ses préparatifs, des trombes d'eau tombaient, accompagnées d'éclairs déchirant la voûte céleste. Debout sur le seuil de sa maison, il observait avec inquiétude Liberté qui tournait nerveusement dans le pré, visiblement agité par l'orage. Le tonnerre grondait, de plus en plus proche, et à chaque éclair, le cheval sursautait violemment. « Viens !» cria Mathieu par-dessus le vacarme de la pluie. « L'étable est ouverte !» Un éclair particulièrement violent frappa quelque part sur la colline voisine, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Liberté se cabra, puis, à la stupéfaction de Mathieu, se précipita vers l'étable rénovée où le jeune homme avait installé de grandes fenêtres pour combattre la claustrophobie de l'animal. Le cœur battant, Mathieu traversa la cour inondée pour rejoindre l'étable. Liberté se tenait au centre, tremblant, les naseaux dilatés, mais il était entré de son plein gré. « Tout va bien », murmura Mathieu en s'asseyant lentement sur une balle de foin, à distance respectueuse. « Tu es en sécurité ici. » Sortant son livre déjà bien usé, il commença à lire, sa voix calme contrastant avec la violence de la tempête qui faisait rage dehors. Peu à peu, la respiration de Liberté se stabilisa. Ses oreilles, d'abord plaquées en arrière, se redressèrent progressivement pour capter les mots familiers qui avaient rythmé ces dernières semaines. Le lendemain matin, quand Mathieu apporta un seau d'eau fraîche, Liberté fit quelque chose d'extraordinaire. Il s'approcha et accepta de boire directement devant lui, sans méfiance apparente. C'était une petite victoire, mais pour Mathieu, elle valait tous les trésors du monde. C'est ce jour-là que Pierre Dubois, un cousin éloigné et le seul parent encore vivant de Mathieu, vint lui rendre visite. Il travaillait comme comptable pour une coopérative viticole à Carcassonne et passait rarement au village.
« J'ai des nouvelles qui ne vont pas te plaire », annonça-t-il après avoir observé Liberté avec un intérêt poli mais distant. Beaumont est furieux. Il paraît qu'il a découvert que ton cheval a un pédigré pur percheron. Ces bêtes valent une fortune. Mathieu, qui nettoyait le licou qu'il avait trouvé dans les affaires de sa grand-mère, s'immobilisa. Comment l'a-t-il découvert? Il a retrouvé des papiers, apparemment. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il a vendu par erreur, qu'il n'aurait jamais cédé un animal de cette valeur pour une somme aussi dérisoire. Pierre s'assit sur le muret de pierre, l'air préoccupé. Il rassemble des documents, Mathieu. Des certificats d'origine, des papiers d'élevage. J'ai entendu dire qu'il a même engagé un avocat de Toulouse. Le soleil déclinait, projetant des ombres allongées sur le petit domaine. Mathieu observait Liberté qui broutait paisiblement l'herbe verte du pré, inconscient de la tempête qui se préparait. Le cheval avait repris un peu de poids. Son pelage, autrefois terne et emmêlé, commençait à retrouver l'éclat argenté caractéristique des percherons. Ses yeux, qui fixaient le vide le jour de leur rencontre, suivaient maintenant les mouvements de Mathieu avec une attention tranquille. « Regarde-le », dit doucement Mathieu. Il commence à peine à se remettre des années de maltraitance. Et Beaumont voudrait le reprendre juste pour sa valeur marchande? Pierre secoua la tête. Ce n'est pas juste, mais Beaumont a de l'influence, de l'argent, des relations. Que feras-tu s'il vient avec la police ou un ordre du tribunal? La question resta suspendue dans l'air du soir, lourde de menaces implicites. Mathieu contempla le cheval qui avait choisi, pour la première fois, de dormir dans l'étable plutôt que dans le pré. Si Beaumont vient le chercher, que ferons-nous? Insista Pierre, visiblement inquiet pour son cousin. Mathieu détourna enfin son regard de Liberté pour fixer Pierre avec une détermination tranquille qui surprit ce dernier. Il n'appartient plus à personne, ni à moi, ni à Beaumont. Liberté a choisi son chemin et je me battrai avec tout ce que j'ai pour protéger ce choix. La rumeur du moteur puissant brisa la quiétude du matin comme un caillou lancé dans un étang paisible. Liberté, qui broutait tranquillement l'herbe fraîche de rosée, releva brusquement la tête, ses oreilles pointées vers la route. Son corps entier se tendit immédiatement, ses naseaux dilatés captant une odeur qui réveillait en lui des souvenirs terrifiants. Mathieu, qui changeait l'eau du seau, reconnut le son caractéristique d'un Land Rover bien avant que le véhicule n'apparaisse au tournant du chemin de terre. Il n'y avait qu'une seule personne à Saint-Pierre-des-Champs qui possédait ce genre de voiture. Le véhicule rutilant s'arrêta dans un nuage de poussière devant la modeste maison de Pierre. Philippe Beaumont en descendit, impeccablement vêtu d'un costume italien qui semblait absurdement déplacé dans ce cadre rural. Deux hommes au physique imposant l'accompagnaient, leur posture suggérant qu'ils n'étaient pas là uniquement pour faire la conversation. « Reste calme », murmura Mathieu à Liberté, qui s'était réfugié à l'autre bout du pré, aussi loin que possible des visiteurs. Beaumont observa l'humble propriété avec un dégoût à peine dissimulé, ses yeux s'attardant sur l'étable rénovée, les clôtures rapiécées, le jardin modeste. « Je vois que mes informations étaient correctes », dit-il en guise de salutation. Mathieu s'avança, s'appuyant sur sa canne, son visage impassible masquant le tumulte d'émotions qui l'agitait. Il savait pourquoi Beaumont était là, mais attendit que l'homme expose ses intentions. « Bonjour, monsieur Dubois », commença Beaumont avec une politesse affectée. « Je suis venu pour une affaire qui nous concerne tous deux. » Son regard se porta sur Liberté qui observait la scène de loin, le corps tremblant d'une tension contenue. « Je constate que mon cheval est toujours vivant. » Surprenant. « Ce n'est plus votre cheval, » répondit calmement Mathieu. « Nous avons conclu une vente. J'ai payé. Vous avez accepté. » Beaumont eut un sourire condescendant. « Allons, soyons raisonnables. J'ignorais certains faits au moment de notre transaction. Ce cheval a un pédigré, une valeur considérable que je n'avais pas identifiée. » Il sortit une enveloppe de sa veste. « Je suis un homme raisonnable. 500 € pour la restitution de l'animal. C'est généreux, vous en conviendrez. » Mathieu ne fit même pas mine de prendre l'enveloppe. « Liberté n'est pas à vendre. » Le sourire de Beaumont se crispa légèrement. « 1000 €, dit-il en sortant une seconde enveloppe plus épaisse. C'est 10 fois ce que vous avez payé.
Soyez sensé, garçon. Mathieu secoua la tête, son regard ne quittant pas celui de Beaumont. Ce n'est pas une question d'argent. La façade cordiale de Beaumont s'effrita. Il rangea brusquement les enveloppes et fit un signe à ses hommes qui s'avancèrent d'un pas. Vous ne semblez pas comprendre votre position. Vous n'avez pas les moyens d'entretenir un animal de ce calibre. J'envisage sérieusement de signaler des cas de maltraitance aux autorités. Maltraitance ? La voix de Mathieu resta calme, mais ses doigts se crispèrent sur sa canne. Vous l'avez vu quand je l'ai acheté. Vous l'avez vu aujourd'hui. Lequel de nous deux l'a maltraité, monsieur Beaumont ? L'homme d'affaires fit un geste dédaigneux. Les apparences sont trompeuses. Un handicapé vivant seul dans une masure ne peut pas fournir les soins appropriés à un cheval de race. C'est une question de bon sens, et la loi sera de mon avis. Il fit un autre signe à ses hommes qui commencèrent à s'avancer vers l'étable. Nous allons l'examiner de plus près. Si je trouve la moindre preuve de négligence, Liberté, voyant les hommes s'approcher, poussa un hennissement d'alarme. Ses oreilles se plaquèrent en arrière, sa queue fouetta l'air nerveusement. Dans ses yeux brillait une terreur qui venait de loin, des souvenirs de douleur associés aux humains qui s'approchaient ainsi, déterminés, menaçants. Puis, à la surprise de tous, Liberté fit quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de fuir plus loin, il galopa vers Mathieu. En quelques foulées puissantes, il traversa le pré et vint se placer derrière le jeune homme, comme cherchant sa protection. Sa grande tête grise dépassait l'épaule de Mathieu, ses naseaux soufflant rapidement, mais sa position était claire pour tous. Il avait choisi son camp. « Voyez », dit simplement Mathieu, une émotion contenue vibrant dans sa voix. Il a choisi. Les hommes de Beaumont s'arrêtèrent, décontenancés par ce comportement inattendu. Beaumont lui-même semblait stupéfait, son visage oscillant entre incrédulité et fureur. « Un animal ne choisit pas », cracha-t-il finalement. Il réagit par instinct ou par conditionnement. Mathieu ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La scène parlait d'elle-même. Un cheval traumatisé qui préférait se tenir aux côtés d'un jeune homme infirme plutôt que de retourner vers son ancien propriétaire accompagné d'hommes robustes. Lentement, sans geste brusque, Mathieu leva une main et la posa doucement sur l'encolure de Liberté, leur premier véritable contact initié devant témoins. Le cheval frémit mais ne recula pas. « Cette mascarade n'est pas terminée », siffla Beaumont en faisant signe à ses hommes de regagner la voiture. « J'ai des moyens que vous n'imaginez même pas, Dubois. Vous n'avez pas les ressources pour vous battre contre moi. » Il remonta dans son Land Rover, mais avant de fermer la portière, il lança un dernier avertissement. « Ce n'est pas fini. Vous regretterez votre obstination. » Le véhicule démarra dans un crissement de pneus, laissant derrière lui un nuage de poussière et une menace tangible suspendue dans l'air. Mathieu resta immobile jusqu'à ce que la voiture disparaisse au tournant. Ce n'est qu'alors qu'il se permit de respirer profondément, réalisant qu'il avait retenu son souffle. Sous sa main, le poil de Liberté était chaud, vivant, tremblant encore légèrement. « C'est fini pour aujourd'hui », murmura-t-il. « Tu as été courageux. » Il n'avait pas remarqué que plusieurs voisins observaient discrètement la scène depuis leurs fenêtres et leur jardin. Marcel, le vieux charretier, était même sorti sur le chemin, prêt à intervenir si nécessaire. Madame Girard, la boulangère, se tenait sur le pas de sa porte, son tablier encore couvert de farine. D'autres visages familiers apparaissaient çà et là, témoins silencieux de l'affrontement. La journée s'écoula dans une atmosphère de calme précaire. Mathieu s'occupa de ses tâches habituelles, mais ne put s'empêcher de jeter des regards fréquents vers la route, s'attendant presque à voir réapparaître le Land Rover. Liberté, quant à lui, resta inhabituellement proche, comme s'il craignait d'être séparé de son protecteur. Cette nuit-là, Mathieu dormit mal, hanté par les menaces à peine voilées de Beaumont. Au petit matin, lorsqu'il sortit pour nourrir Liberté, il découvrit avec stupéfaction plusieurs colis déposés devant sa porte. 2 grosses balles de foin, un sac d'avoine de qualité supérieure et même une enveloppe contenant plusieurs billets de 20 €. Attaché à l'un des colis, un simple mot écrit à la main. « Pour Liberté, du peuple de Saint-Pierre ». Mathieu resta interdit, fixant ses offrandes inattendues. Il n'avait jamais vraiment fait partie de la communauté. Trop différent, trop solitaire,
trop marqué par son handicap pour s'intégrer complètement. Et pourtant, voilà que le village prenait position, silencieusement, mais fermement. Ce ne fut que le début. Plus tard dans la matinée, Claude le facteur s'arrêta plus longtemps que nécessaire pour livrer le peu de courrier que recevait Mathieu. « J'ai entendu parler de la visite de Beaumont », dit-il en jetant un œil admiratif vers Liberté. « Cet homme se croit tout permis depuis toujours. Mon père travaillait pour lui avant moi, et déjà à l'époque. » Il secoua la tête, laissant sa phrase en suspens. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ma femme a un cousin qui est avocat à Narbonne. » En début d'après-midi, ce fut au tour de la directrice de l'école primaire de se présenter, accompagnée d'une dizaine d'enfants. Mademoiselle Fabre, une femme énergique d'une quarantaine d'années, expliqua qu'elle souhaitait organiser une leçon spéciale sur les chevaux. Les enfants apprennent mieux quand ils peuvent voir, toucher, ressentir, expliqua-t-elle avec enthousiasme. Et puis, c'est important qu'ils comprennent le respect dû aux animaux. Mathieu, d'abord réticent à l'idée d'une telle visite, fut rapidement désarmé par l'émerveillement sincère des enfants. Avec l'aide de la directrice, il leur parla simplement de Liberté, expliquant comment le cheval avait été maltraité et comment il réapprenait maintenant à faire confiance. « On peut le caresser » demanda un petit garçon aux cheveux roux. « Pas encore » répondit doucement Mathieu. « Il a encore peur des étrangers. Mais vous pouvez lui parler gentiment, et peut-être qu'un jour il se sentira assez en sécurité. » Les enfants s'assirent dans l'herbe à distance respectueuse et commencèrent à dessiner Liberté sous différents angles. Une petite fille aux traits particuliers restait en retrait, observant l'animal avec une intensité rare. Mathieu la reconnut, Sophie, une enfant trisomique dont la famille venait de s'installer dans le village. Lentement, Liberté s'approcha du groupe, curieux mais prudent. Quand il s'arrêta à quelques mètres des enfants, Sophie se leva doucement et murmura quelque chose que Mathieu n'entendit pas. Mademoiselle Fabre, en revanche, porta une main à sa bouche, les yeux soudain humides. « Qu'a-t-elle dit » demanda Mathieu. « Elle a dit « beau », répondit l'institutrice, la voix tremblante. C'est son premier mot depuis des mois. Sa mère m'a expliqué qu'elle avait cessé de parler après le déménagement. En partant, les enfants accrochèrent leurs dessins à la clôture. Une explosion de couleurs qui contrastait joyeusement avec la simplicité rustique de la propriété. Liberté observa cette nouvelle décoration avec curiosité, s'approchant prudemment pour renifler les papiers colorés. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, teignant le ciel de pourpre et d'or, Mathieu s'assit sur le muret de pierre pour contempler ses dessins. Certains représentaient Liberté avec des proportions fantaisistes. D'autres avaient saisi avec une justesse surprenante la noblesse retrouvée de sa silhouette. Tous, cependant, l'avaient dessiné heureux, loin de l'animal brisé qu'il était quelques semaines auparavant. En observant la route qui serpentait entre les vignes, Mathieu remarqua une voiture grise stationnée à bonne distance, la même qu'il avait aperçue en se rendant au village 2 jours plus tôt. Elle était trop loin pour qu'il puisse identifier le conducteur, mais un frisson parcourut son échine. Beaumont, habitué à toujours obtenir ce qu'il voulait, ne renoncerait pas à Liberté simplement à cause d'une démonstration d'affection. L'homme d'affaires surveillait, attendait, planifiait. La véritable bataille ne faisait que commencer. Le ciel avait revêtu son manteau d'automne, une couverture de nuages gris pâle qui diffusait une lumière douce sur les collines de Saint-Pierre-des-Champs. Les premières gelées matinales avaient commencé à recouvrir l'herbe d'une fine pellicule argentée qui craquait sous les pas de Mathieu. Pour lui, ces matins froids représentaient un défi quotidien renouvelé. Sa jambe handicapée, déjà rigide en temps normal, devenait douloureusement raide au contact du froid, transformant chaque mouvement en un exercice de volonté. Ce matin-là, Mathieu observait avec appréhension le sol glissant de la cour. Les seaux d'eau qu'il devait transporter jusqu'au pré lui semblaient soudain plus lourds, plus encombrants. La muleta usée sur laquelle il s'appuyait s'enfonçait dangereusement dans la terre détrempée. « Patience » murmura-t-il pour lui-même, avançant précautionneusement, un pas après l'autre. Liberté l'observait depuis l'entrée de l'étable, ses grands yeux attentifs suivant chaque mouvement laborieux de son gardien. En 3 semaines, l'animal avait considérablement changé. Son pelage, autrefois terne et emmêlé,
commençait à retrouver l'éclat argenté caractéristique des percherons. Sa silhouette, toujours maigre, montrait néanmoins les premiers signes d'une musculature qui se reconstruisait lentement. Mais c'était dans son regard que le changement était le plus frappant. Cette lueur d'intelligence, de présence, qui avait remplacé le vide terrifiant des premiers jours. « Voilà ton petit déjeuner », annonça Mathieu en posant le seau, non sans difficulté. « De l'eau fraîche avec quelques herbes du docteur Bernard. Pour tes articulations. » Comme chaque matin depuis une semaine, Liberté s'approcha avec une prudence calculée pour boire. Sa méfiance s'était atténuée, mais jamais complètement dissipée. Chaque mouvement conservait cette qualité délibérée, cette vigilance d'un être qui a appris à anticiper la douleur à tout instant. Mathieu recula pour lui laisser l'espace nécessaire, puis entreprit de remplir le second seau. Le sol, particulièrement traître après la légère pluie de la nuit, brillait sous la lumière pâle du matin. En se retournant trop rapidement, il sentit sa jambe valide glisser sous lui. Sa muleta s'enfonça dans la boue, ne lui offrant aucun appui. Le seau lui échappa des mains, déversant son contenu dans un bruit d'éclaboussure, tandis que Mathieu s'effondrait lourdement, une douleur aiguë irradiant de sa hanche déjà fragilisée jusqu'à sa colonne vertébrale. « Merde !» siffla-t-il entre ses dents serrées, tentant de réprimer un gémissement. Le bruit soudain et la chute avaient fait reculer Liberté d'un bond nerveux. L'animal se tenait maintenant à distance, les oreilles dressées, évaluant la situation. Dans son regard, cette peur familière recommençait à obscurcir la confiance patiemment construite. Mathieu resta immobile, reprenant son souffle, laissant la vague de douleur refluer lentement. Il ne voulait pas effrayer davantage Liberté par des mouvements brusques. La boue froide s'infiltrait dans ses vêtements, mais il n'y prêtait guère attention, concentré sur sa respiration. « Ce n'est rien », dit-il doucement, sa voix retrouvant son calme habituel. « Juste une petite chute, rien de grave. » Quelque chose dans la situation, peut-être la vulnérabilité inhabituelle de Mathieu ou la familiarité d'une détresse physique, sembla éveiller une nouvelle réaction chez Liberté. Ses oreilles, d'abord plaquées en arrière par la surprise, se redressèrent lentement. Ses naseaux se dilatèrent, analysant l'air chargé d'odeurs de terre humide et de douleurs humaines. Puis, contre toute attente, le cheval s'approcha. Pas avec la méfiance habituelle, mais avec une détermination tranquille qui surprit Mathieu. Liberté s'arrêta à quelques pas, observant le jeune homme à terre avec une intensité nouvelle. Il baissa sa grande tête grise jusqu'à ce que ses naseaux effleurent légèrement l'épaule de Mathieu, un contact si léger qu'il semblait presque imaginaire. « Bonjour toi », murmura Mathieu, une émotion brute étranglant sa voix. C'était la première fois que Liberté initiait volontairement un contact. 3 semaines de patience, de présence constante, de respect absolu de l'espace et des peurs de l'animal, avaient finalement créé ce pont fragile entre deux êtres blessés. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Mathieu, tandis qu'il levait lentement, très lentement, une main tremblante pour effleurer la crinière de Liberté. Le cheval tressaillit mais ne recula pas. Ses yeux sombres, si proches maintenant, semblaient contenir toute la sagesse triste du monde. « Merci », chuchota Mathieu, sachant qu'aucun mot ne pouvait vraiment exprimer ce qu'il ressentait. Une voiture s'arrêta devant le portail, brisant ce moment d'intimité. Liberté s'écarta, non pas avec la panique d'autrefois, mais avec une prudence mesurée. Mathieu, toujours à terre, vit descendre une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un imperméable beige et armée d'un appareil photo professionnel. Elle observa la scène avec curiosité avant de s'avancer. « Monsieur Dubois ? Mathieu Dubois ?» appela-t-elle en s'approchant de la clôture. « Je suis Sophie Mercier, du Midi Libre. Je peux vous aider ? » « Ça va », répondit-il, réussissant enfin à se redresser en position assise. « Juste une chute !» La femme ouvrit le portail sans attendre d'invitation et s'approcha, lui tendant une main secourable. Avec son aide, Mathieu parvint à se relever, grimaçant sous l'effet de la douleur. « Merci », dit-il en récupérant sa muleta enfoncée dans la boue. « Mais je ne suis pas intéressé par les interviews ou les photos. Nous ne sommes pas une attraction. » Sophie Mercier sourit, un sourire professionnel mais qui semblait néanmoins sincère. « Je comprends votre méfiance. J'ai entendu parler de votre histoire.
Le jeune homme handicapé qui a sauvé un cheval condamné, et maintenant Beaumont qui veut le récupérer. C'est précisément ce genre d'histoire que je cherche à raconter. Pour vendre des journaux, répliqua Mathieu avec une pointe d'amertume. Pour montrer la vérité, corrigea-t-elle. J'enquête sur les pratiques de Philippe Beaumont depuis plusieurs mois. J'ai des témoignages d'anciens employés concernant des cas de maltraitance animale systématique dans ses propriétés. Mathieu l'étudia avec plus d'attention. Elle avait un regard direct, intelligent, qui ne se détournait pas face à son scepticisme. 3 chevaux sont morts dans ces écuries l'année dernière, continua-t-elle. Officiellement de maladie, mais mes sources racontent une autre histoire. Surentraînement, punitions excessives, négligence médicale. Pendant qu'il parlait, Sophie avait sorti discrètement son appareil photo et, d'un geste professionnel, capturé l'image de Liberté qui observait la scène à distance. Mathieu voulut protester, mais quelque chose dans la façon dont elle photographiait, avec respect, sans flash, sans mouvement brusque, l'arrêta. « Je ne cherche pas le sensationnel, monsieur Dubois. Je veux documenter une relation authentique entre un homme et un animal, et peut-être, par la même occasion, exposer les abus d'un homme qui se croit au-dessus des lois. » Mathieu soupira, sentant sa résistance s'effriter. « Appelez-moi Mathieu. Et si vous voulez vraiment comprendre, il faudra de la patience. Liberté n'est pas un cheval ordinaire. Il a vécu des choses que nous ne pouvons qu'imaginer. » Ils s'installèrent sur le banc rustique que Mathieu avait fabriqué près de l'étable. Sophie sortit un petit carnet et commença à prendre des notes, tandis qu'il racontait la foire aux chevaux, l'état déplorable de Liberté, les 100 € qui devaient financer son traitement, les nuits passées à lire Saint-Exupéry sous les étoiles. « C'est fascinant, » murmura Sophie. « Vous n'avez jamais utilisé de méthode conventionnelle? Licol, longe, désensibilisation progressive ?» Mathieu secoua la tête. Ces méthodes fonctionnent pour des chevaux qui ont une confiance de base envers les humains. Liberté avait perdu toute confiance. Il fallait reconstruire à partir de zéro, sans aucune pression, sans aucune exigence. Pendant qu'il parlait, Liberté s'était rapprochée progressivement, observant la nouvelle venue avec curiosité. Il restait à distance respectable, mais son attention était évidente. Les oreilles pointées vers leur conversation, les yeux suivant leurs mouvements. « Il est magnifique », commenta Sophie. « On voit qu'il a souffert, mais il y a une noblesse en lui qui n'a pas été brisée. C'est ce que ma grand-mère disait toujours. On peut blesser le corps, mais l'âme a sa propre résistance. » Sophie continuait à prendre des notes, posant des questions précises sur les méthodes de Beaumont, sur les conditions de détention de Liberté dans ses écuries. Mathieu répondait du mieux qu'il pouvait, se basant sur les observations du docteur Bernard et sur ce qu'il avait lui-même déduit du comportement de l'animal. Soudain, alors qu'ils étaient plongés dans leur conversation, Liberté fit quelque chose d'extraordinaire. Il s'approcha lentement jusqu'à se tenir à quelques mètres d'eux, puis, avec une délibération évidente, s'agenouilla dans l'herbe humide. Sophie cessa d'écrire, son stylo suspendu au-dessus de la page. « Qu'est-ce qu'il fait ?»« Je ne sais pas, » répondit Mathieu, stupéfait. « Il n'a jamais fait ça avant. » Le cheval restait là, un genou plié contre le sol, sa posture évoquant étrangement une invitation. Ses yeux, fixés sur Mathieu, semblaient communiquer quelque chose d'urgent, d'important. « On dirait qu'il vous invite à monter », murmura Sophie, aussi émue que surprise. Mathieu se leva lentement, s'appuyant sur sa muleta. Pas à pas, il s'approcha de Liberté, qui ne bougeait pas, maintenant cette posture inhabituelle avec une patience infinie. Arrivé à sa hauteur, le jeune homme tendit une main tremblante et, pour la première fois, caressa pleinement la crinière argentée de l'animal. « Sa crinière est plus douce que je ne l'imaginais », dit-il d'une voix étranglée par l'émotion. Sophie, comprenant l'importance du moment, se leva silencieusement et prit quelques photos discrètes. La lumière d'automne, douce et dorée, enveloppait l'homme et le cheval dans un halo presque irréel. Mathieu continua à caresser doucement l'encolure puissante de Liberté, sentant sous ses doigts la chaleur vivante, les muscles qui avaient porté tant de souffrance et qui, pourtant, trouvaient encore la force d'offrir cette confiance fragile. « Nous ne sommes pas encore prêts, » murmura-t-il, autant pour lui-même que pour le cheval. « Mais un jour, mon ami, un jour, nous chevaucherons ensemble. »
Liberté demeura immobile quelques instants encore, puis se releva, avec une grâce surprenante pour sa taille imposante. Il s'ébroua légèrement, comme pour marquer la fin de ce moment solennel, avant de s'éloigner tranquillement vers son coin préféré du pré. Plus tard, après le départ de Sophie qui avait promis de revenir avec plus d'informations sur Beaumont, Mathieu trouva sous sa porte une enveloppe officielle. Son cœur se serra en reconnaissant l'entête du département de l'agriculture et de l'élevage. À l'intérieur, une convocation pour une inspection urgente de sa propriété, motivée par une suspicion de conditions inadéquates pour équins de race protégée. La signature discrète d'un assesseur juridique de Beaumont dans le coin inférieur du document confirmait ses pires craintes. La véritable bataille pour Liberté ne faisait que commencer. L'enveloppe officielle tremblait encore entre les doigts de Mathieu quand l'aube suivante se leva sur Saint-Pierre-des-Champs. Une inspection. Une menace à peine voilée, orchestrée par Beaumont pour lui arracher Liberté. Il n'avait pas dormi, relisant sans cesse la convocation comme si les mots pouvaient changer leur signification au fil des heures. Lorsque les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux usés, il se leva, résigné à affronter cette nouvelle épreuve. À peine avait-il terminé de nourrir Liberté que le bruit d'un moteur attira son attention. Une voiture de la gendarmerie suivie d'un véhicule officiel du département de l'agriculture s'engagèrent dans le chemin terreux menant à sa propriété. Mathieu inspira profondément, tenta d'apaiser les battements désordonnés de son cœur, puis s'avança vers le portail, s'appuyant lourdement sur sa muleta. Le sergent Moreau descendit le premier. Mathieu le connaissait depuis l'enfance. Un homme trapu, à la moustache grisonnante, qui avait toujours un mot gentil pour lui au marché. Aujourd'hui, cependant, son visage affichait un malaise évident, une gêne professionnelle qui trahissait son inconfort. « Mathieu, » commença-t-il en ôtant son képi, « je suis désolé pour cette situation. Il y a une dénonciation formelle. Nous devons vérifier les conditions de détention de l'animal. » Derrière lui, un homme mince en costume sombre s'avança, serrant contre sa poitrine une tablette électronique et un classeur. « Inspecteur Fournier, département de l'agriculture et de l'élevage, » se présenta-t-il avec une froideur administrative. « Nous avons reçu un signalement concernant les conditions inappropriées dans lesquelles serait détenu un équidé de race protégée. »« Je comprends, » répondit simplement Mathieu, ouvrant le portail. « Je n'ai rien à cacher. » L'inspecteur commença immédiatement son examen, parcourant la modeste propriété avec un regard critique, prenant des photos, notant des observations sur sa tablette. Il examina les tables rénovées, les seaux d'eau, la qualité du foin. Son expression demeurait illisible, professionnellement neutre. Mathieu observait en silence, conscient que chaque détail était scruté, évalué, jugé. Liberté, quant à lui, s'était retiré à l'autre bout du pré, observant les visiteurs avec une méfiance évidente. Ses oreilles oscillaient d'avant en arrière, captant chaque son, chaque mouvement, prêt à fuir au moindre signe de danger. « Le cheval semble nerveux », remarqua l'inspecteur. « Est-il toujours ainsi ?»« Il a été gravement maltraité », expliqua Mathieu. « Il craint encore les étrangers, surtout les hommes en uniforme ou en costume. » Fournier leva un sourcil. « Comment le savez-vous » ? « Son comportement, sa façon de se tenir, les cicatrices sur ses flancs. Et le vétérinaire qui l'a examiné a confirmé mes observations. » Un bruit de voix attira leur attention vers le portail. Madame Girard, la boulangère, s'avançait d'un pas déterminé, tenant un panier couvert d'un linge blanc. Derrière elle, plusieurs villageois s'étaient rassemblés, formant progressivement une petite foule silencieuse le long de la clôture. « J'ai apporté du pain frais, » annonça-t-elle en entrant dans la cour, « pour que vous voyiez que l'animal est bien nourri. Mathieu partage son propre repas avec ce cheval. » L'inspecteur fronça les sourcils devant cette interruption imprévue, mais le sergent Moreau intervint rapidement. « Madame Girard, nous menons une inspection officielle. »« Et nous sommes des témoins officiels, » répliqua-t-elle fermement. « Nous avons tous vu l'état de ce pauvre animal quand Mathieu l'a ramené. Une créature mourante, terrorisée. Regardez-le maintenant. » D'autres villageois franchissaient le portail à leur tour. Marcel, le vieux charretier, s'appuyant sur sa canne. Claude, le facteur. Le couple Bonnet de la pharmacie. Une chaîne humaine se formait spontanément, chacun apportant quelque chose. Un témoignage, une observation,
Une preuve tangible de l'amélioration de liberté. J'ai des documents à vous montrer, annonça une voix grave. Le docteur Bernard s'avançait, tenant une tablette et un dossier épais. En tant que vétérinaire, j'ai suivi l'évolution de cet animal depuis son arrivée. J'ai documenté chaque étape de sa récupération, avec photos et examens cliniques. Il tendit sa tablette à l'inspecteur. Voici l'état dans lequel il est arrivé. Notez les blessures sur les flancs, typiques d'éperon utilisés avec brutalité. Les marques sur l'encolure, un mors trop serré, la maigreur extrême, malnutrition délibérée comme méthode de dressage. L'inspecteur fit défiler les images, son professionnalisme ne parvenant pas entièrement à masquer son choc devant l'état initial de l'animal. Et voici des photos prises progressivement, semaine après semaine. Observez l'amélioration de la condition physique, du pelage, de la posture. Le brouhaha de moteur interrompit cette présentation improvisée. Un Land Rover rutilant s'arrêta devant la maison, suivi d'une camionnette pour transport équin. Philippe Beaumont en descendit, impeccable dans son costume sur mesure, accompagné de 2 hommes robustes tenant des licoles et des cordes. « Finissons-en », ordonna-t-il en s'approchant. « Je suis venu récupérer mon animal. » Un murmure d'indignation parcourut la petite foule. Le sergent Moreau s'interposa, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Beaumont, nous procédons à une inspection. Aucune décision n'a encore été prise concernant. J'ai tous les documents nécessaires. » Coupa Beaumont, en agitant une chemise en cuir. « Pédigré, certificat d'origine, attestation de propriété. Ce cheval m'appartient et a été vendu par erreur. » Les 2 hommes s'avancèrent vers le pré, licoles en main. À leur vue, Liberté se figea, puis commença à s'agiter, ses yeux roulants de panique, ses naseaux dilatés. Un hennissement d'alarme déchira l'air, suivi d'un recul précipité. Puis, à la surprise générale, l'imposant percheron se cabra, frappant l'air de ses sabots avant de galoper, directement vers Mathieu. L'animal ne s'arrêta qu'à quelques pas du jeune homme, se positionnant de manière protectrice à ses côtés, tremblant de tous ses membres mais refusant visiblement de s'éloigner. « Regardez !» s'écria une voix enfantine. C'était Sophie, la petite fille trisomique qui avait prononcé son premier mot en voyant Liberté. Elle était venue avec sa mère et pointait maintenant du doigt la scène extraordinaire. « Il protège Mathieu !» Des applaudissements spontanés éclatèrent parmi les villageois. Les gendarmes échangèrent des regards incertains, tandis que l'inspecteur Fournier observait la scène avec un intérêt nouveau. Profitant de ce moment, le professeur Henri Lefebvre, un historien retraité respecté dans la région, s'avança avec un livre ancien sous le bras. Ses lunettes épaisses et sa barbe blanche lui donnèrent l'apparence d'un sage sorti d'un autre temps. « En tant qu'historien spécialiste de notre région, commença-t-il d'une voix posée qui captiva immédiatement l'attention, je me dois de rappeler que dans les anciennes lois de l'Occitanie, un animal démontrant une préférence claire pour un gardien ne pouvait être séparé de force de celui-ci. C'est inscrit dans notre patrimoine culturel, dans nos traditions juridiques les plus anciennes. » Il ouvrit le livre à une page marquée, montrant un texte en occitan ancien et des illustrations médiévales. Voici le droit des bêtes, tel qu'il était pratiqué dans le Languedoc-Roussillon jusqu'au XVIIIe siècle. On y stipule clairement que la volonté manifeste d'un animal doit être respectée quand elle s'exprime sans ambiguïté. Le sergent Moreau, natif de la région et visiblement sensible à cet argument culturel, se gratta la tête avec embarras. « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, professeur, mais il est vrai que nous avons besoin d'une évaluation indépendante de cette situation. » Beaumont s'avança, le visage empourpré de colère. « C'est ridicule, un animal n'a pas de volonté juridique. Nous ne sommes pas dans un conte de fées. Non, nous sommes dans un pays où les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles par le Code civil depuis 2015, intervint une voix féminine. Sophie Mercier venait d'arriver, appareil photo en bandoulière et carnet de notes à la main. « Monsieur Beaumont, est-il exact que 3 de vos chevaux sont morts l'année dernière suite à ce que vous avez déclaré être des maladies subites ?» Le visage de Beaumont pâlit visiblement. « Qui êtes-vous? Comment osez-vous insinuer ?» « Sophie Mercier, journaliste au Midi Libre, » répondit-elle calmement, commençant à photographier méthodiquement la scène. « J'enquête sur plusieurs cas de maltraitance animale dans les grandes exploitations de la région. J'ai des témoignages de 3 anciens employés de votre domaine concernant vos méthodes d'entraînement. »« C'est de la diffamation !» s'écria Beaumont.
J'ai également des photos des conditions de détention dans vos écuries, poursuivit-elle imperturbablement. Des stalles exigus, absence de sortie quotidienne, utilisation systématique d'entraves. L'inspecteur Fournier, qui avait observé cet échange avec un intérêt croissant, s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous faire appel à un expert indépendant pour évaluer l'état actuel de l'animal? Comme en réponse à cette suggestion, une petite voiture bleue s'engagea dans l'allée. Le vétérinaire municipal, appelé pour une évaluation impartiale, en descendit avec sa mallette. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage tanné par le soleil languedocien et aux manières directes. À peine eut-il posé les yeux sur Liberté qu'une expression de reconnaissance traversa son visage. « Ce cheval, je le connais. On me l'a amené à ma clinique il y a environ 1 an, avec des blessures consistantes avec des coups de cravache et des éperons utilisés abusivement. » Il se tourna vers Beaumont. « Je vous avais recommandé un repos complet de plusieurs mois, des soins quotidiens pour les plaies et un régime alimentaire spécifique. Vous m'aviez assuré qu'il recevrait les meilleurs soins, mais je ne l'ai jamais revu. » Un silence pesant s'installa. Le sergent Moreau regardait alternativement le document d'inspection dans ses mains et le magnifique animal qui semblait comprendre chaque mot prononcé, son grand corps protégeant toujours Mathieu. « Je ne vois aucune évidence qui justifierait une saisie, » déclara finalement le gendarme. Au contraire, tout indique que l'animal reçoit des soins appropriés et se trouve dans un environnement adapté à sa récupération. « C'est absurde, » hurla Beaumont. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai des amis au gouvernement départemental, dans la préfecture. Cette mascarade vous coûtera votre carrière, Moreau. » Sophie Mercier continuait à prendre des notes, un léger sourire aux lèvres devant cet accès de rage révélateur. L'inspecteur Fournier referma son dossier d'un geste définitif. « Notre évaluation est claire. Aucune infraction aux réglementations sur le bien-être animal n'a été constatée. Au contraire, nous observons une amélioration remarquable de l'état de l'animal depuis son acquisition par M. Dubois. » Lorsque les officiels quittèrent enfin la propriété, suivis peu après par un Beaumont fulminant, une acclamation spontanée s'éleva parmi les villageois restés sur place. Des mains tapotèrent de l'épaule de Mathieu, des sourires complices furent échangés. Pour la première fois de sa vie, le jeune homme se sentit véritablement intégré à cette communauté qu'il avait toujours observée de loin. Épuisé mais soulagé, Mathieu s'approcha de Liberté et, dans un geste devenu presque naturel, enlaça le puissant cou du cheval qui demeura étonnamment calme sous son toucher. Le soleil déclinait à l'horizon, baignant la Seine d'une lumière dorée, quand la plupart des villageois rentrèrent chez eux, laissant Mathieu savourer cette victoire précaire mais significative. Ce soir-là, alors que les étoiles commençaient à piquer le velours sombre du ciel, Claudine Bonnet, la pharmacienne du village, vint frapper à sa porte. Son visage habituellement réservé affichait une détermination nouvelle. « Mon frère travaille au ministère de l'Agriculture à Paris », annonça-t-elle sans préambule. « Il m'a confié que Beaumont fait l'objet d'une enquête secrète pour fraude sur les subsides agricoles et falsification de pédigrés. Ce n'est pas seulement pour Liberté qu'il devrait s'inquiéter. » Les paroles de Claudine résonnèrent dans l'esprit de Mathieu longtemps après son départ. Beaumont, cet homme apparemment intouchable, faisait l'objet d'une enquête officielle. Cette information, bien que réconfortante, n'allégeait pas entièrement son inquiétude. L'homme d'affaires, acculé et furieux, n'en deviendrait que plus dangereux. Les jours qui suivirent apportèrent un calme relatif à la petite propriété. Libéré de la menace immédiate d'une saisie, Mathieu put se concentrer sur sa relation avec Liberté, qui évoluait de façon remarquable. Chaque matin, le cheval l'accueillait avec un hennissement doux, presque un murmure, si différent des cris terrifiés des premiers jours. Ses yeux, autrefois vides de toute expression, suivaient maintenant Mathieu avec une attention tranquille, comme s'il cherchait à anticiper ses besoins plutôt que ses colères. Par une matinée particulièrement douce, alors que Mathieu ratissait le sol de l'étable, une voiture inconnue s'engagea dans le chemin. Une femme d'une 40aine d'années en descendit, portant une sacoche en cuir usé marquée du logo d'un centre équestre. « Bonjour », appela-t-elle en s'approchant de la clôture. « Vous êtes Mathieu Dubois ? Je suis Émilie Rousseau, thérapeute équestre de Toulouse. Le docteur Bernard m'a parlé de vous et de votre cheval. » Mathieu s'approcha avec précaution,
Liberté suivant ses mouvements à distance prudente. Thérapeute équestre, répéta-t-il, intrigué. J'utilise les chevaux pour aider des enfants traumatisés, des personnes handicapées, des victimes de violences, expliqua-t-elle. Bernard m'a raconté votre approche avec ce percheron et j'avoue que je suis venu par curiosité professionnelle. Mathieu l'invita à entrer, observant avec intérêt la réaction de Liberté. Le cheval, méfiant mais pas terrorisé, maintenait une distance de sécurité tout en étirant son long cou pour mieux observer la visiteuse. Émilie observa leurs interactions en silence pendant quelques minutes, ses yeux experts captant chaque subtilité de leur communication non verbale. « Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la façon dont vous communiquez », dit-elle finalement. « Vous n'utilisez aucune des techniques conventionnelles, et pourtant, votre connexion est évidente. »« Je ne connais pas les techniques conventionnelles, » admit Mathieu. « Je fais simplement ce qui me semble juste. C'est peut-être pour cela que ça fonctionne, » sourit-elle. Les chevaux, comme Liberté, qui ont survécu à des traumatismes profonds, développent une sensibilité particulière. Ils perçoivent l'authenticité des intentions bien mieux que nous. Elle expliqua son travail plus en détail, décrivant comment des chevaux soigneusement sélectionnés pouvaient aider des enfants ayant subi des violences à retrouver confiance, des adolescents autistes à développer des compétences sociales, des personnes paralysées à regagner mobilité et autonomie. Des chevaux comme Liberté, qui ont surmonté leur propre traumatisme, ont une sensibilité spéciale avec les enfants fragilisés. Expliqua-t-elle, observant l'animal qui s'était progressivement rapproché pendant leur conversation. Ils reconnaissent la douleur et y répondent avec une douceur étonnante. Mathieu considéra cette perspective avec surprise. « Je n'ai jamais pensé à transformer cela en travail. C'est juste entre lui et moi. » « Bien sûr, » acquiesça Émilie. « Mais un jour, quand vous serez tous deux prêts, pensez-y. Ce que vous avez construit pourrait aider d'autres âmes blessées. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée précipitée de Sophie Mercier. La journaliste semblait bouleversée, son habituelle assurance professionnelle ébranlée. Une coupure fraîche marquait sa joue droite, et ses vêtements étaient froissés comme après une lutte. « Ils ont envahi mon appartement », annonça-t-elle sans préambule, la voix tremblante de colère contenue. « Hier soir, pendant que j'étais sorti chercher à manger. Quand je suis rentré, 2 hommes fouillaient mes dossiers. Ils ont pris mon ordinateur, cassé mes appareils photos, volé mes carnets. » Mathieu et Émilie l'aidèrent à s'asseoir sur le banc, lui offrant de l'eau. « Avez-vous appelé la police ?» demanda la thérapeute. Sophie eut un rire amer. « Bien sûr, ils ont pris ma déposition, mais sans grand enthousiasme. Cambriolage classique, m'ont-ils dit? Rien ne prouve un lien avec mon enquête ?»« Beaumont, » murmura Mathieu. « Ce n'était pas une question. »« Qui d'autre ?» confirma Sophie. « Le timing est trop parfait. J'avais presque terminé mon article sur ces pratiques d'élevage. 3 témoignages d'anciens employés, des photos des conditions de détention, des documents financiers montrant des irrégularités dans l'achat et la vente de chevaux prétendument de race pure. » La nouvelle de l'agression se répandit rapidement dans le village. À la tombée du jour, une réunion improvisée s'organisa dans la boulangerie de Madame Girard, seul commerce encore ouvert à cette heure. Une douzaine de villageois s'y pressaient, partageant indignation et inquiétude. « Ce Beaumont se croit tout permis depuis trop longtemps, » gronda Marcel, frappant le sol de sa canne. « Il a ruiné 3 familles d'agriculteurs l'année dernière en rachetant leurs dettes pour s'approprier leurs terres. Ma cousine travaillait dans ses vignes, » ajouta Claude le facteur, licenciée sans préavis quand elle est tombée enceinte. Sans indemnité, bien sûr. Madame Girard servait café et pain frais, son visage habituellement jovial assombri par l'inquiétude. La question est, comment protéger Sophie et ses informations? Et comment empêcher Beaumont de s'en prendre à Mathieu et Liberté maintenant qu'il est acculé? Une stratégie collective prit forme. Marcel offrit son ancien cellier comme refuge temporaire pour Sophie. Personne ne chercherait une journaliste parisienne dans une cave à vin poussiéreuse à 3 kilomètres du village. Le professeur Lefebvre s'avança avec un ordinateur portable usagé. Il n'est pas très récent, mais suffisant pour écrire. J'ai enseigné l'histoire, pas l'informatique. Mais je sais l'importance de préserver les documents. D'autres proposèrent des tours de garde discrètes autour de la propriété de Mathieu, un système d'alerte par téléphone, des yeux vigilants sur les mouvements inhabituels dans le village. C'est au milieu de ces préparatifs
qu'une voiture inconnue s'arrêta devant la boulangerie. Un homme âgé en descendit, sa silhouette droite malgré les années trahissant un passé de cavalier. Mathieu, qui observait depuis la fenêtre, sentit son cœur s'accélérer en reconnaissant le visage buriné de Jean-Pierre Lavallée, d'après les descriptions de Marcel. « J'ai vu votre reportage préliminaire dans le journal », dit l'homme en entrant, s'adressant directement à Sophie. « Ce cheval, Liberté, c'était mon éclair. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Jean-Pierre Lavallée, le légendaire éleveur de percherons dont Marcel avait tant parlé, se tenait devant eux, l'émotion faisant trembler sa voix habituellement assurée. « Vous devez me montrer ce cheval », demanda-t-il à Mathieu. « Je dois voir par moi-même ce qu'il est devenu. » La nuit était tombée quand ils arrivèrent à la petite propriété. Mathieu alluma les lampes extérieures, révélant Liberté qui se tenait immobile près de l'étable, alerté par le bruit des voitures. Jean-Pierre s'immobilisa à quelques mètres du portail, son visage reflétant un mélange complexe d'émotions. « Éclair », murmura-t-il d'une voix à peine audible. À la surprise générale, le cheval releva brusquement la tête. Ses oreilles se dressèrent, ses naseaux se dilatèrent. Puis, dans un mouvement fluide qui contrastait avec sa méfiance habituelle envers les étrangers, Liberté s'avança vers la clôture, s'arrêtant à quelques pas de Jean-Pierre. L'homme tendit lentement une main ridée. Le cheval hésita un instant, puis s'approcha jusqu'à effleurer les doigts tremblants de son ancien maître. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues burinées de Jean-Pierre. « Je n'aurais jamais dû le vendre, » avoua-t-il, la voix brisée par l'émotion. « C'est la plus grande erreur de ma vie. » À l'intérieur de la maison, autour de la table en bois usé, Jean-Pierre révéla l'histoire complète. Éclair avait été son cheval d'élevage le plus prometteur, un percheron d'une lignée exceptionnelle. Lors d'un concours régional, il avait battu tous les chevaux présentés par Beaumont, humiliant publiquement l'homme d'affaires. Une semaine plus tard, Beaumont s'est présenté chez moi avec une offre que je ne pouvais pas refuser, expliqua Jean-Pierre, ses doigts caressant distraitement une vieille photo d'Éclair dans sa gloire. Ma femme venait d'être diagnostiquée d'un cancer. Les traitements coûtaient une fortune. Il a offert un prix 3 fois supérieur à la valeur réelle d'Éclair. Il l'a acheté uniquement pour l'empêcher de concourir contre ses propres chevaux, comprit Sophie, prenant frénétiquement des notes. Pire, corrigea Jean-Pierre, il l'a acheté pour le briser, pour détruire ceux qui avaient osé le surpasser. Il sortit d'une vieille sacoche en cuir une liasse de documents jaunis. Voici les papiers originaux, pédigrés sur 5 générations, certificat de performance, prix remporté, tout ce qui prouve sa lignée pure et sa valeur historique. Ses yeux se posèrent sur Mathieu avec une intensité nouvelle. Ce que vous avez accompli est miraculeux. J'ai vu les photos d'Éclair, de Liberté lors de la foire. J'ai cru qu'il était mort depuis longtemps. Le voir aujourd'hui, se tenant droit, vous faisant confiance. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu. Vous lui avez rendu sa dignité. Mathieu accepta les documents avec révérence, comprenant leur valeur symbolique autant que pratique. Ces papiers pourraient-ils aider légalement ? Demanda-t-il à Sophie. Absolument, confirma la journaliste. Il prouva l'origine du cheval, son histoire avant Beaumont. Combiné avec nos témoignages sur les mauvais traitements, il constitue une arme puissante. Pendant qu'ils élaboraient leur stratégie, le téléphone de Sophie sonna. Son visage se transforma en écoutant son interlocuteur. « C'est ma source chez Beaumont », expliqua-t-elle en raccrochant. « Il vient d'apprendre que Lavallée est avec nous et il est furieux. Mon contact l'a entendu passer un appel à quelqu'un à Paris, disant que c'est maintenant le moment d'utiliser la carte maîtresse et mentionnant une visite au cadastre de Saint-Pierre. Quoi que ce soit, cela va se produire rapidement. La carte maîtresse de Beaumont ne tarda pas à se révéler. 3 jours après la visite de Jean-Pierre Lavallée, alors que le village commençait à retrouver un semblant de calme, un huissier de justice se présenta à la porte de Mathieu. L'homme, visiblement mal à l'aise dans son costume trop serré, tendit une enveloppe officielle frappée du sceau du tribunal de Carcassonne. « Je suis vraiment désolé, Mathieu », marmonna-t-il en évitant son regard. « Ce sont des ordres officiels. Je n'ai pas le choix. » Les mains tremblantes, Mathieu décacheta l'enveloppe. À mesure qu'il parcourait le document, la couleur quittait son visage, ne laissant qu'une pâleur crayeuse. Une notification d'expulsion. 7 jours pour quitter les lieux.
La propriété faisait l'objet d'un litige concernant la succession de sa grand-mère Élise. « Mais cette maison appartenait à ma grand-mère », articula-t-il difficilement, les mots semblant s'étrangler dans sa gorge. « C'est tout ce que j'ai. » L'huissier se balança d'un pied sur l'autre, manifestement mal à l'aise. Ils allèguent des problèmes dans la transmission de l'héritage, des documents manquants, des formalités non respectées. Je suis vraiment navré. Marcel, qui passait par là avec sa charrette, s'arrêta en voyant la scène. Reconnaissant l'huissier, il s'approcha d'un pas vif malgré son âge. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» s'exclama-t-il, la voix vibrante d'indignation. « Tout le monde sait qu'Élise a légué sa maison à Mathieu. Elle me l'a montré, son testament. J'étais là quand le notaire est venu. » L'huissier haussa les épaules avec impuissance. « Je ne fais que mon travail, Marcel. Les contestations doivent être adressées au tribunal. » Après son départ, Mathieu resta longuement assis sur les marches de pierre, usées par des générations de Dubois. Les papiers froissés dans ses mains semblaient peser une tonne. Son regard se perdait dans le vague, contemplant l'unique foyer qu'il avait connu. Ces murs de pierre qui avaient abrité son enfance, sa convalescence, ses rêves modestes. Liberté, qui broutait tranquillement à quelques mètres, releva la tête comme s'il percevait la détresse silencieuse de son compagnon. Avec cette délicatesse surprenante chez un animal de son gabarit, il s'approcha lentement, ses sabots massifs foulant l'herbe sans bruit. Parvenu près de Mathieu, il tendit son long cou et toucha doucement l'épaule du jeune homme de son museau velouté. « Ils veulent nous séparer », murmura Mathieu en caressant l'encolure puissante. « Beaumont n'a pas réussi à te prendre directement, alors il s'attaque à notre foyer. » À sa grande surprise, Liberté refusa le foin frais qu'il lui apporta ce soir-là. Le cheval resta à proximité de la maison, ses grands yeux sombres suivant chaque mouvement de Mathieu avec une intensité troublante, comme s'il comprenait la gravité de la situation. La nouvelle de l'expulsion imminente se répandit dans le village avec la rapidité d'un feu de broussailles. À la tombée du jour, presque tous les habitants de Saint-Pierre-des-Champs s'étaient rassemblés dans la petite église de pierre, seul bâtiment assez grand pour accueillir une telle assemblée. Le père Laurent, bien que surpris par cet afflux soudain, ouvrit grand les portes, comprenant instinctivement qu'il s'agissait d'une affaire communautaire plutôt que spirituelle. « C'est une infamie », tonna Marcel, debout au milieu de la nef. « Beaumont veut étendre ses vignobles jusqu'ici. J'ai entendu ses contremaîtres en parler au marché de Carcassonne. Notre village ne l'intéresse pas, c'est juste cette parcelle qui se trouve sur le coteau sud, idéale pour ses précieux cépages. » Madame Girard, encore en tablier de boulangère, hocha vigoureusement la tête. Il a déjà racheté 3 propriétés sur la colline. Celle de Mathieu est la dernière qui lui manque pour avoir un domaine d'un seul tenant. Au milieu de cette agitation, un homme à la stature imposante se leva. François Mercier, le père de Sophie, avocat récemment retraité, avait quitté Paris pour rejoindre sa fille après l'agression qu'elle avait subie. « Je connais ses tactiques », déclara-t-il d'une voix qui portait sans effort jusqu'au fond de l'église. Beaumont n'est pas le premier riche à essayer de voler les terres des gens simples. J'ai combattu ce genre d'individus pendant 40 ans au barreau. Les documents furent étalés sur la table de la sacristie, examinés à la loupe par François. Son visage, marqué par des décennies de batailles juridiques, se plissait de concentration. « Il y a des failles ici », murmura-t-il finalement. Beaumont s'appuie sur un vice de forme dans l'enregistrement du testament. La date de transfert officielle tomberait après l'expiration d'un certain délai administratif. C'est technique, fragile, mais suffisant pour un juge pressé ou influencé. Il releva la tête, croisant le regard anxieux de Mathieu. « Nous pouvons lutter. J'ai encore des contacts au tribunal de Carcassonne. Nous demanderons une suspension d'urgence de l'expulsion pendant que nous contestons le fond. » Pendant que François élaborait sa stratégie juridique, Madame Girard organisait la résistance pratique. 3 personnes minimum en permanence sur la propriété, décréta-t-elle avec l'autorité d'une générale. Jour et nuit, par roulement. Personne n'entre chez Mathieu sans témoin. Un système de surveillance fut rapidement mis en place. Les retraités prendraient le relais pendant la journée, les plus jeunes assureraient les tours de nuit. Claude le facteur, de par son métier, servirait de messager et d'observateur mobile. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil dans sa chambre aux murs chargés de souvenirs, Mathieu sortit dans le pré,
Le ciel d'automne déployait sa voûte scintillante, indifférent aux minuscules tragédies humaines qui se jouaient sous son regard éternel. Assis dans l'herbe fraîche, le jeune homme contemplait les étoiles, cherchant en vain une réponse dans leur lueur lointaine. Il n'entendit pas Liberté approcher. Le grand cheval se matérialisa simplement à ses côtés, comme une ombre plus dense que les autres. Dans un geste qui stupéfia Mathieu, l'animal s'abaissa lentement, pliant ses longues jambes avec précaution pour s'allonger sur le sol. Un comportement extraordinairement rare pour un cheval, créature qui dort habituellement debout, toujours prête à fuir. Liberté s'étendit à côté de Mathieu, son grand corps offrant un rempart contre la fraîcheur nocturne, sa présence silencieuse plus réconfortante que tous les mots de sympathie. Ensemble, homme et cheval contemplèrent les étoiles, unis dans une communion silencieuse que nul ne pouvait briser. À l'aube, lorsque les premiers villageois arrivèrent, armés de thermos de café et de couvertures supplémentaires, ils découvrirent ce tableau improbable. Mathieu endormi contre le flanc de Liberté, la tête reposant sur l'encolure puissante du cheval qui veillait, oreille adressée, sur le sommeil de son protecteur devenu protégé. « Regardez-moi ça », murmura Marcel avec un mélange d'émerveillement et d'émotion. Qui protège qui maintenant? La journée s'organisa autour de la stratégie élaborée par François. Tandis qu'il préparait les documents pour contester l'expulsion, la communauté se mobilisait pour soutenir Mathieu. Chacun apportait ce qu'il pouvait. Nourriture, encouragement, présence. Même le maire, habituellement prudent dans ses engagements, vint offrir son soutien officieux. « Je ne peux pas m'opposer ouvertement à Beaumont », admit-il à Mathieu. « Ces donations financent à la moitié des infrastructures communales. Mais je peux retarder certaines démarches administratives, égarer temporairement quelques formulaires. » Le 3e jour après la notification, alors que François s'apprêtait à déposer leur recours, Émilie Rousseau arriva inopinément. La thérapeute équestre semblait animée d'une énergie nouvelle, ses yeux brillants d'excitation. « J'ai peut-être trouvé une solution », annonça-t-elle sans préambule. « Il existe un programme gouvernemental de protection des équidés de race pure française comme patrimoine culturel vivant. Si nous parvenons à faire reconnaître Liberté officiellement comme un spécimen percheron de valeur historique et culturelle exceptionnelle, la propriété où il vit pourrait recevoir une protection spéciale contre tout développement commercial. » Un silence stupéfait accueillit cette révélation. François fut le premier à réagir, son esprit juridique saisissant immédiatement les implications. « C'est brillant », murmura-t-il. « Complètement inattendu et donc impossible à anticiper pour Beaumont. Pendant qu'il se concentre sur sa manœuvre immobilière, nous attaquons sur un front totalement différent. » Mathieu, qui écoutait avec un mélange d'espoir et d'incrédulité, se tourna vers Liberté. Le cheval se tenait près de la clôture, sa silhouette se détachant avec noblesse contre le ciel d'automne. Malgré les cicatrices encore visibles sur ses flancs, malgré les années de souffrance inscrites dans sa chair, il dégageait maintenant une présence indéniable, une dignité retrouvée. « Vous pensez vraiment que ça pourrait marcher ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'un espoir qu'il osait à peine formuler. Émilie hocha fermement la tête. Les documents fournis par Jean-Pierre Lavallée prouvent sa lignée exceptionnelle. Sa récupération miraculeuse sous vos soins constitue un cas d'étude unique en médecine vétérinaire. Et le lien que vous avez développé avec lui représente exactement le type de relation homme-animal que ce programme vise à préserver. Mais comment procéder ? Intervint Sophie. Les démarches administratives prennent généralement des mois, voire des années. Nous n'avons que quelques jours avant l'expulsion. J'ai des contacts au ministère de la Culture, répondit Émilie. Une ancienne patiente dont la fille a été transformée par la thérapie équestre y occupe un poste clé. Elle peut accélérer le processus d'évaluation préliminaire. Cette nuit-là, tandis que la maison bourdonnait d'une activité fébrile, François rédigeant des documents juridiques, Sophie compilant un dossier de presse, Jean-Pierre Lavallée détaillant par téléphone l'historique génétique de Liberté à un expert du programme, Mathieu s'accorda un moment de solitude avec son cheval. Dans la quiétude de l'étable rénovée, il lui parla doucement, comme il l'avait fait chaque soir depuis leur rencontre. « Je ne sais pas ce qui va se passer », murmura-t-il en caressant l'encolure soyeuse. « Mais quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble, je te le promets. » Le 6e jour, à la veille de l'expulsion,
Alors que l'espoir commençait à s'amenuiser malgré tous leurs efforts, le téléphone de Mathieu sonna. Une voix anonyme, tendue et chuchotante lui parvint à travers le combiné. « Beaumont est aux abois. Je l'ai entendu dire que, s'il ne peut pas avoir le cheval, personne ne l'aura. Placez quelqu'un de confiance pour surveiller Liberté cette nuit. Ne le laissez seul sous aucun prétexte, pas même une minute. » L'avertissement anonyme résonnait encore dans l'esprit de Mathieu, alors que la nuit tombait sur Saint-Pierre-des-Champs. Instinctivement, il savait que la menace était réelle. Beaumont, acculé par les récents développements, était devenu imprévisible, dangereux. Cette nuit serait décisive. « Tu ne devrais pas rester seul », insista Marcel, qui s'était porté volontaire pour la première garde. « Laisse-moi dormir dans l'étable avec Liberté. » Mathieu secoua fermement la tête. « Il fait confiance à peu de personnes. Ta présence l'inquiéterait toute la nuit. Je resterai avec lui. » Sous l'impulsion d'Émilie, une équipe improvisée s'était formée pour documenter méticuleusement la lignée exceptionnelle de Liberté et sa récupération remarquable. Autour de la table de la cuisine, Jean-Pierre Lavallée étalait des photographies jaunies montrant Éclair dans sa gloire passée. Trophées, compétitions, démonstrations où sa puissance et son élégance avaient ébloui les juges. Sa ligne paternelle remonte directement à Vigoureux, l'un des étalons fondateurs du registre Percheron, expliquait l'ancien éleveur, traçant du doigt un arbre généalogique minutieusement reconstitué. Sa mère, Étoile du Matin, détenait le record départemental de traction. Cette combinaison génétique est pratiquement irremplaçable. Sophie, installée devant l'ordinateur prêté par le professeur Lefebvre, compilait ces informations en un dossier numérique, ajoutant les photographies récentes montrant la transformation progressive de Liberté sous les soins de Mathieu. « Nous devons mettre l'accent sur la méthode de récupération », suggéra Émilie. « Ce n'est pas seulement un cheval de valeur génétique, c'est un cas d'étude exceptionnelle de réhabilitation. » Pendant ce temps, François était revenu du tribunal avec une nouvelle encourageante. « J'ai obtenu une suspension temporaire de l'expulsion », annonça-t-il, déposant les documents officiels sur la table. 15 jours. Le juge a reconnu qu'il y avait des questions légitimes à éclaircir concernant la succession. Cette petite victoire insuffla un regain d'énergie au groupe. Jean-Pierre raccrochait tout juste son téléphone, le visage illuminé d'un espoir nouveau. « Antoine Giraud arrive demain », annonça-t-il. « J'ai dû invoquer 30 ans d'amitié, mais il a accepté de venir. »« Giraud » interrogea Mathieu. « Le spécialiste de la Fédération nationale du cheval Percheron », expliqua Jean-Pierre. « Son évaluation est respectée dans tous les cercles équestres de France. Si quelqu'un peut certifier la valeur patrimoniale de Liberté, c'est lui. » À la tombée de la nuit, Mathieu s'installa dans l'étable rénovée, une couverture épaisse sur les épaules, un thermos de café à portée de main. Marcel et 2 autres villageois montaient à la garde à l'extérieur, patrouillant discrètement le long de la propriété, équipés de lampes torches et de talkie-walkie. « Je lirai pour toi, comme au premier jour », murmura Mathieu à Liberté qui l'observait de son box, les oreilles dressées avec attention. Les heures s'écoulèrent lentement. Mathieu lisait à voix basse, interrompant parfois sa lecture pour tendre l'oreille au moindre bruit suspect. Vers minuit, sa vigilance commença à s'émousser, ses paupières devenant lourdes, malgré le café et l'inquiétude. Ce fut Liberté qui l'alerta. Le changement fut subtil, un raidissement soudain, les oreilles pivotant brusquement vers l'arrière de la propriété, les naseaux dilatés captant une odeur inquiétante. Mathieu se redressa immédiatement, tous ses sens en alerte. Le talkie-walkie grésilla doucement. « Mouvement suspect, côté ouest », chuchota la voix de Claude. 2 silhouettes près du vieux pommier. Mathieu éteignit la petite lampe qui éclairait sa lecture, plongeant l'étable dans l'obscurité. Dans ce noir soudain, ses autres sens s'amplifièrent. Il percevait la respiration accélérée de Liberté, sentait la tension qui irradiait du corps massif du cheval. Le craquement discret d'une planche à l'arrière de l'étable fit battre son cœur plus fort. Quelqu'un forçait l'entrée secondaire. Mathieu saisit son talkie-walkie, mais avant qu'il puisse émettre un avertissement, la porte s'ouvrit brutalement. 2 silhouettes encapuchonnées se découpèrent contre la faible lueur nocturne. L'une d'elles tenait ce qui semblait être une seringue, l'autre un licol et une corde. « Écarte-toi du cheval », ordonna une voix rauque que Mathieu ne reconnut pas. « Sortez d'ici », répondit-il,
s'interposant entre les intrus et Liberté qui s'agitait maintenant dans son box, sentant le danger. « Sois raisonnable », intervint la seconde silhouette. « Nous ne sommes pas là pour toi, juste pour régler un problème. » Mathieu resserra sa prise sur sa muleta, l'utilisant comme une barrière improvisée. « Vous ne le toucherez pas. » Le premier homme s'avança d'un pas menaçant. « Pousse-toi de là, estropié !» Dans la semi-obscurité, tout s'accéléra. L'homme bouscula violemment Mathieu qui tenta de résister malgré son équilibre précaire. Une douleur fulgurante transperça son bras. La lame d'un couteau avait entaillé sa chair. Il tomba lourdement contre la porte du box. Le second homme s'approchait maintenant avec la seringue. « Tiens-le, il me faut juste 5 secondes. » C'est alors que Liberté réagit. Avec une puissance que Mathieu ne lui avait jamais vue, le cheval se cabra dans son box, ses sabots frappant violemment les planches qui cédèrent sous l'impact. Un hennissement furieux, presque sauvage, déchira le silence de la nuit. Le grand percheron se précipita hors de son enclos, sa masse imposante devenant une arme alors qu'il chargeait les intrus. Les hommes reculèrent précipitamment, mais Liberté, créature habituellement si douce, était transformée par une rage protectrice. Ses sabots frappèrent le sol avec une force terrible, manquant de peu l'un des agresseurs qui trébucha en arrière. Au même moment, les cris d'alerte retentirent à l'extérieur. Marcel et les autres accouraient, attirés par le vacarme. Les 2 intrus s'enfuirent, par où ils étaient entrés, poursuivis par les villageois à travers champs. « Mathieu, tu es blessé !» s'exclama Sophie qui venait d'arriver, découvrant le jeune homme qui tentait de se relever, une main pressée contre son bras ensanglanté. La suite se déroula dans un brouillard de douleur et d'adrénaline. L'arrivée d'une ambulance, les lumières clignotantes des véhicules de gendarmerie, la nouvelle que l'un des agresseurs avait été capturé. Un homme que plusieurs reconnurent comme l'un des palefreniers de Beaumont. À l'hôpital de Carcassonne, tandis qu'un médecin désinfectait et suturait la plaie sur son bras, Mathieu était tourmenté par une seule pensée, Liberté, laissé seul, bouleversé par la violence de cette nuit. « Ne vous inquiétez pas pour votre cheval », le rassura l'infirmière qui avait saisi son anxiété. « Votre ami Marcel a appelé. L'animal va bien, juste un peu agité. Ils sont plusieurs à veiller sur lui. » Le médecin, qui avait remarqué la démarche difficile de Mathieu, s'intéressa à son ancienne blessure. Après un examen attentif et quelques questions précises, il haussa les sourcils avec surprise. « Qui a diagnostiqué cette lésion comme permanente et irréversible ?» demanda-t-il, perplexe. « Le médecin de l'hôpital, après l'accident, » répondit Mathieu. « Il a dit que les nerfs étaient trop endommagés, que je ne retrouverais jamais l'usage complet de ma jambe. » Le médecin secoua la tête avec une moue désapprobatrice. « La médecine a beaucoup évolué depuis. Cette lésion, avec le type approprié de physiothérapie et d'exercices ciblés, vous pourriez récupérer jusqu'à 60% de la fonction. Ce n'est pas une paralysie définitive comme on vous l'a fait croire. » Cette révélation laissa Mathieu stupéfait, incapable d'assimiler pleinement ce qu'elle impliquait. Une seconde chance, une liberté de mouvement qu'il avait cru perdue à jamais. À son retour à Saint-Pierre le lendemain matin, un spectacle inattendu l'attendait. Une foule s'était rassemblée devant sa modeste propriété. Au centre, reconnaissable à sa silhouette imposante et son costume impeccable, se tenait un homme d'une 60aine d'années à l'allure distinguée. Docteur Antoine Giraud, le présenta Jean-Pierre avec une déférence évidente. Expert officiel de la Fédération nationale du cheval percheron. L'homme s'avança, observant avec intérêt le bras bandé de Mathieu. « J'ai entendu parler des événements de cette nuit. Une tentative criminelle d'éliminer un patrimoine vivant. Cela ne fait que renforcer l'urgence de notre démarche. » Giraud portait une mallette en cuir usé d'où il sortit divers instruments de mesure et un appareil photo professionnel. « Puis-je voir l'animal maintenant ? Je préfère l'examiner avant que la nouvelle de ma visite ne parvienne à certaines oreilles. » Liberté se tenait dans le pré, étonnamment calme après le tumulte de la nuit précédente. Il observa l'approche du spécialiste avec une vigilance tranquille, ses oreilles pivotant avec curiosité. Pendant près d'1 heure, Giraud examina méticuleusement le cheval, mesurant, photographiant, comparant avec des standards officiels. Ses gestes étaient des précis, professionnels, mais empreints d'un respect évident pour l'animal. La conformation est extraordinaire, même après tant de souffrance, murmura-t-il finalement,
s'adressant à Jean-Pierre et Mathieu qui observaient à distance. Génétiquement, il est exemplaire, un spécimen remarquable de la lignée Vigoureux. Mathieu expliqua ensuite sa méthode, comment il avait progressivement gagné la confiance de Liberté sans jamais rien exiger de lui. « Je n'ai jamais rien demandé », conclut-il simplement. « Juste offert une amitié sans attente. » Giraud l'observait avec un intérêt croissant. C'est rare de voir cela, même parmi les meilleurs dresseurs. Cette approche non conventionnelle, elle mérite d'être documentée. Ce qui se produisit ensuite dépassa toutes les attentes. Comme s'il comprenait l'importance du moment, Liberté s'approcha de Mathieu et, pour la seconde fois, s'agenouilla devant lui dans un geste d'invitation sans équivoque. Avec l'aide d'Émilie, Mathieu monta sur le dos du cheval pour la première fois. Sans selle, sans bride, seulement guidé par la confiance mutuelle. Liberté se releva doucement, ajustant son équilibre pour compenser la jambe handicapée de son cavalier, puis commença à marcher calmement autour du pré. Sophie, qui n'avait pas perdu une miette de la scène, filmait avec émotion ce moment historique. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux. « Cela va complètement changer la perception du public. » Giraud, visiblement ému lui aussi, hocha lentement la tête. « En 40 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de comparable. » Cette relation transcende le simple dressage. Plus tard dans la journée, alors que la vidéo commençait déjà à circuler sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de médias régionaux puis nationaux, un événement inattendu vint troubler cette atmosphère d'espoir. Beaumont arriva dans sa voiture luxueuse, mais cette fois-ci, son arrogance habituelle semblait ternie par une nervosité mal dissimulée. Il s'approcha discrètement de Giraud qui préparait son rapport préliminaire, lui tendant une enveloppe épaisse. « Pour garantir que votre rapport soit précis », murmura-t-il avec un sourire complice. Ce qu'il ignorait, c'est que Sophie, dissimulée derrière la haie voisine, enregistrait toute la scène avec son téléphone. Giraud observa l'enveloppe un instant, puis la repoussa fermement. « Monsieur, je suis scientifique, pas mercenaire. Mon intégrité n'est pas à vendre. » Le visage de Beaumont se décomposa, virant au rouge brique, tandis qu'il réalisait que son geste avait été observé par plusieurs témoins. Il repartit précipitamment, laissant derrière lui une menace à peine voilée. « Ce n'est pas terminé !» À la veille de la décision officielle sur le statut patrimonial de Liberté, alors que l'espoir d'une issue favorable grandissait, Mathieu reçut un appel anonyme sur son téléphone portable. « Beaumont est désespéré. Je l'ai entendu dire que, s'il ne peut pas avoir le cheval, personne ne l'aura. Faites surveiller Liberté cette nuit par quelqu'un de confiance. Ne le laissez pas seul une seule minute. » L'appel anonyme résonnait encore dans la tête de Mathieu lorsqu'il raccrocha. Un frisson glacial parcourut son échine. L'avertissement était clair. Cette nuit, Beaumont tenterait le tout pour le tout. Immédiatement, il sortit dans la cour où les villageois s'étaient réunis après la visite de Giraud. « Nous devons organiser une surveillance renforcée pour cette nuit », annonça-t-il sans préambule. « J'ai reçu une information selon laquelle Beaumont pourrait tenter quelque chose contre Liberté. » Les visages se durcirent. Marcel, qui avait déjà aidé à repousser la première tentative, frappa le sol de sa canne. « Ces vauriens ne mettront pas un pied sur cette propriété sans nous passer sur le corps. » Une réunion improvisée s'organisa dans la cuisine. Les rôles furent distribués avec la précision d'une opération militaire. Point d'observation, rotation toutes les 2 heures, signaux d'alerte. Certains agriculteurs apportèrent discrètement leurs fusils de chasse, les déposant contre le mur de la grange, avec une détermination silencieuse. « Laisse-moi rester là cette nuit, garçon », insista Marcel en prenant Mathieu à part. « Tu dois te reposer après ce qui s'est passé hier. » Mathieu secoua fermement la tête. « Il me connaît, il me fait confiance. Je dois être présent s'il y a un danger. » Le crépuscule enveloppa lentement la propriété, transformant les contours familiers en silhouettes menaçantes. Les villageois prirent leur position, certains dissimulés dans les buissons environnants, d'autres patrouillant discrètement le long des limites du terrain. Mathieu s'installa dans l'étable, sa muleta à portée de main, un talkie-walkie posé sur une botte de foin. Liberté semblait percevoir la tension ambiante. Ses oreilles pivotaient constamment, captant les moindres bruits, ses naseaux dilatés analysaient l'air nocturne avec une vigilance accrue. Mathieu s'assit sur un tabouret à l'entrée de son box, sortant son exemplaire usé du Petit Prince,
qui les avait accompagnés depuis le premier jour. « Tu te souviens de notre première nuit ensemble » murmura-t-il en ouvrant le livre à une page marquée. « Tu étais si loin, si méfiant. Regarde-nous maintenant. » Il commença à lire doucement, sa voix calme créant une bulle de normalité dans cette nuit d'attente. Liberté s'approcha, son souffle chaud effleurant l'épaule de Mathieu, comme pour puiser du réconfort dans ses mots familiers. Minuit approchait lorsqu'un léger bruit métallique attira l'attention de Mathieu. Il cessa immédiatement sa lecture, tous ses sens en alerte. Liberté avait également perçu quelque chose. Son corps massif s'était raidi, ses oreilles pointées vers la clôture arrière. « Quelqu'un coupe le grillage côté sud », chuchota Mathieu dans le talkie-walkie. « Je les entends. »« Reçu », répondit la voix étouffée de Claude. « Ne bouge pas, on arrive. » Mathieu se leva lentement, sa main apaisante sur l'encolure de Liberté. « Tout va bien, mon ami. Nous ne sommes pas seuls cette fois. » Mais les intrus avaient anticipé la surveillance. Une détonation retentit à l'autre bout de la propriété, suivie de cris et d'agitation. Une diversion, comprit immédiatement Mathieu. Les villageois accoururent vers le bruit, laissant momentanément l'étable vulnérable. Dans ce bref intervalle, 2 silhouettes encapuchonnées s'introduisirent silencieusement par l'arrière. Mathieu les aperçut trop tard. L'un des hommes tenait une seringue, l'autre une corde. « Écartez-vous du cheval », ordonna le premier d'une voix basse. « Nous n'avons rien contre vous personnellement. »« Sortez d'ici », répliqua Mathieu, s'interposant délibérément entre les intrus et Liberté. « Vous ne le toucherez pas. »« Sois raisonnable, estropié », siffla le second homme en s'avançant. « Tu n'es pas de taille. » Mathieu saisit sa muleta, la brandissant comme une arme improvisée. « Il faudra me passer sur le corps. » Ce qui suivit se déroula avec une rapidité confuse. Le premier homme se jeta sur Mathieu, le projetant violemment contre la paroi du box. Une douleur fulgurante traversa son bras lorsqu'une lame entailla sa chair. Il lutta malgré le désavantage, tentant désespérément de bloquer l'accès à Liberté. « Maintiens-le », ordonna l'homme à la seringue. « Je n'ai besoin que de 5 secondes. » C'est alors que Liberté réagit. Un hennissement puissant, presque primitif, déchira le silence de la nuit. Le grand percheron se cabra soudainement, ses sabots massifs frappant l'air avec une force terrifiante. Retombant lourdement, il chargea les intrus avec une fureur que Mathieu ne lui avait jamais vue. Non pas la panique d'un animal effrayé, mais l'agression calculée d'un protecteur. Les hommes reculèrent précipitamment, mais Liberté ne leur laissa aucune chance de fuite. Ses sabots frappèrent violemment le sol à quelques centimètres du premier assaillant, manquant délibérément sa cible mais démontrant sa puissance dévastatrice. Les bruits alertèrent les villageois qui accoururent en masse. Les intrus s'enfuirent vers la sortie arrière, poursuivis par Marcel et plusieurs jeunes agriculteurs. Dans la confusion, Mathieu s'effondra contre le mur de l'étable, le sang coulant abondamment de son bras blessé. « Mathieu !» La voix de Sophie résonna à travers la brume de douleur qui l'enveloppait. « Mon Dieu, tu es blessé !» Les minutes suivantes se déroulèrent comme dans un rêve fiévreux. L'arrivée de l'ambulance, les lumières bleues des véhicules de gendarmerie illuminant par intermittence la cour, le visage inquiet de Liberté qui refusait de s'éloigner malgré le tumulte. « On a attrapé l'un d'eux », annonça Marcel, essoufflé mais triomphant. Pierre et Claude le tiennent près du ruisseau. L'homme capturé fut remis aux gendarmes qui reconnurent immédiatement en lui l'un des palefreniers de Beaumont. Une preuve tangible de l'implication du viticulteur dans cette tentative criminelle. À l'hôpital de Carcassonne, pendant qu'un médecin urgentiste soignait sa blessure, Mathieu ne cessait de s'inquiéter pour Liberté, seul et perturbé après cet épisode violent. « Votre cheval est entre de bonnes mains », le rassura une infirmière qui avait entendu l'histoire. « Tout le village veille sur lui, d'après ce que j'ai compris. » Le médecin, un homme d'une 50aine d'années au regard vif, termina de suturer la plaie puis s'attarda, intrigué par la démarche particulière de Mathieu qu'il avait remarquée à son arrivée. « Cette claudication, c'est ancien ?» demanda-t-il en examinant sa jambe. « Un accident d'enfance », répondit Mathieu. « Un tracteur. Les médecins ont dit que c'était permanent. » Le praticien fronça les sourcils, palpant délicatement les muscles atrophiés.
Puis-je voir votre dossier médical? Je suis spécialiste en réhabilitation motrice. Et honnêtement, ce que je vois ne correspond pas à une lésion irréversible. Après un examen approfondi des anciennes radiographies et des notes médicales, le médecin secoua la tête avec consternation. Qui a posé ce diagnostic définitif? C'est incompréhensible. Avec le type approprié de physiothérapie et d'exercices ciblés, vous pourriez récupérer 60% de la fonction. Ce n'est absolument pas une paralysie définitive comme on vous l'a fait croire. Cette révélation frappa Mathieu comme un coup physique. Toutes ces années à se croire irrémédiablement handicapé, à accepter les limitations imposées par un diagnostic erroné ou négligent. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit. Colère, espoir, incrédulité, possibilité d'un futur différent. Vous êtes certain, balbutia-t-il, incapable d'assimiler pleinement cette information. Je peux vous référer à un excellent kinésithérapeute à Carcassonne, confirma le médecin. Les techniques ont considérablement évolué. Ce sera un long processus, mais les résultats pourraient vous surprendre. L'aube pointait à peine lorsque Mathieu fut autorisé à quitter l'hôpital, son bras bandé et son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. François Mercier l'attendait dans sa voiture, le visage grave. « La police a interrogé l'homme que nous avons capturé », expliqua l'avocat en démarrant. Il a tout avoué. Beaumont lui avait promis 5 000 € pour régler définitivement le problème du cheval. La substance dans la seringue était un poison utilisé par les vétérinaires pour l'euthanasie. Un frisson glacial parcourut l'échine de Mathieu. « Liberté ?» Il va bien, agité, mais physiquement indemne. Émilie est restée avec lui toute la nuit. En arrivant à Saint-Pierre, Mathieu fut stupéfait de découvrir une foule rassemblée devant sa propriété. Des journalistes, des caméras de télévision et au centre, une voiture officielle portant le logo du ministère de l'Agriculture. « Que se passe-t-il » murmura-t-il, soudain intimidé par cette attention inattendue. La tentative d'assassinat de Liberté a fait la une des journaux matinaux, expliqua François. L'histoire du cheval miraculé et de son jeune gardien handicapé attaqué par les hommes d'un riche viticulteur. C'est exactement le genre de récit qui captive l'opinion publique. Le docteur Giraud fendit la foule pour venir à leur rencontre, son expression habituellement impassible remplacée par une indignation manifeste. Ces événements sont proprement scandaleux, déclara-t-il en serrant fermement la main de Mathieu. Tenter d'éliminer un animal d'une telle valeur patrimoniale relève du crime culturel. Il sortit des documents de sa serviette en cuir. J'ai décidé de ne pas attendre la procédure habituelle. Je signe ici même la reconnaissance officielle de Liberté comme spécimen percheron d'intérêt patrimonial exceptionnel. Cette certification entraîne automatiquement des mesures de protection pour son lieu de vie. Tandis que Mathieu, bouleversé par cette succession d'événements, tentait d'assimiler cette nouvelle victoire, la police arrivait au domaine viticole de Beaumont. L'entrepreneur, déjà ébranlé par les révélations de la nuit, fut confronté aux aveux de son palefrenier et à l'enregistrement de sa tentative de corruption envers Giraud. Cette accumulation de preuves, combinée aux documents frauduleux découverts lors d'une perquisition d'urgence, conduisit à son arrestation immédiate. Plus tard dans la journée, alors que Mathieu retrouvait enfin Liberté dans la quiétude retrouvée de l'étable, le docteur Giraud vint le rejoindre avec une proposition inattendue. Tout en signant les derniers documents officialisant la protection de la propriété comme site d'intérêt patrimonial, il se tourna vers le jeune homme avec un sourire inhabituellement chaleureux. La Fédération nationale organise chaque année une démonstration au Haras du Pin, en Normandie, le plus prestigieux centre équestre de France. Cette année, nous voudrions que Liberté soit l'étoile de l'événement, montrant à tout le pays le véritable esprit de la relation entre humains et chevaux. La proposition du docteur Giraud résonna dans l'esprit de Mathieu longtemps après que l'expert eut quitté Saint-Pierre-des-Champs. Le Haras du Pin, surnommé le Versailles du cheval, était le temple sacré de l'équitation française. L'idée que Liberté, 6 mois auparavant condamné à l'abattoir, puisse fouler ces pistes prestigieuses semblait appartenir à un conte de fées plutôt qu'à la réalité. 6 mois s'écoulèrent, transformant profondément la vie de Mathieu et celle de son compagnon équin. L'arrestation de Beaumont avait fait la une des journaux nationaux, révélant un réseau complexe de fraude, de malversation et d'abus. L'homme d'affaires, autrefois tout-puissant, attendait maintenant son procès,
ayant perdu non seulement sa liberté, mais aussi sa réputation et une grande partie de ses biens, saisis par la justice. La modeste propriété de Mathieu avait connu une métamorphose remarquable. Des panneaux discrets mais élégants annonçaient désormais « Sanctuaire Liberté » à l'entrée du chemin. Ce qui n'était qu'un pré négligé s'était transformé en un refuge accueillant plusieurs chevaux rescapés de situations similaires à celles de Liberté. 3 percherons vieillissants, un poney maltraité, et même un imposant boulonnet aveugle d'un œil avait trouvé refuge dans ce havre de paix. Chaque matin, Mathieu parcourait le domaine, s'appuyant désormais sur une canne légère plutôt que sur sa vieille muleta. Les séances de kinésithérapie, poursuivies avec une détermination acharnée, portèrent leurs fruits. Certains jours, lorsqu'il se sentait particulièrement en forme, il parvenait même à marcher sans aucun soutien, bien que sur de courtes distances. « C'est la séance de 3 heures aujourd'hui », annonça-t-il à Liberté en remplissant son abreuvoir d'eau fraîche. Les enfants de l'Institut viennent pour l'équithérapie. Le grand percheron, dont la robe grise brillait maintenant d'un éclat argenté sous le soleil printanier, hocha la tête comme s'il comprenait chaque mot. Il avait développé une sensibilité particulière envers les visiteurs les plus fragiles du sanctuaire, une intuition presque surnaturelle pour adapter son comportement à leurs besoins. Émilie Rousseau, qui supervisait le programme d'équithérapie, arriva peu après, accompagnée de 3 assistants et d'un groupe d'enfants présentant diverses difficultés. Parmi eux, Marion, une fillette autiste de 8 ans qui n'avait jamais prononcé un mot selon les dossiers médicaux. Elle a fait des progrès remarquables depuis sa première visite, expliqua doucement Émilie à Mathieu, tandis qu'ils observaient l'enfant s'approcher timidement de Liberté. Son langage corporel est complètement différent. La séance commença dans le calme caractéristique de ces rencontres. Pas de contraintes, pas d'objectifs imposés, juste la possibilité d'une connexion authentique entre des êtres blessés qui se reconnaissaient mutuellement. Liberté restait parfaitement immobile pendant que Marion effleurait délicatement sa crinière, son regard habituellement fuyant fixé avec fascination sur le grand animal. Sophie Mercier arriva alors que la séance touchait à sa fin, tenant à la main un exemplaire de « Cheval Magazine », la publication équestre la plus prestigieuse de France. En couverture, la silhouette majestueuse de Liberté se détachait sur fond de lever de soleil, avec le titre « Renaissance, l'incroyable voyage d'un percheron condamné ». « C'est magnifique », murmura Mathieu en feuilletant l'article de 10 pages qui retraçait leur histoire. Les photographies capturaient parfaitement l'évolution de leur relation, depuis les premières images de méfiance jusqu'aux récentes où homme et cheval semblaient communiquer par la pensée. Mais à mesure que la date de la présentation au Haras du Pin approchait, une anxiété croissante s'emparait de Mathieu. L'idée de se produire devant des centaines de spectateurs, de représenter la France équestre, lui semblait soudain écrasante. « Et si je tombe ?» confia-t-il à Jean-Pierre Lavallée lors d'une de ses visites hebdomadaires. Et s'il panique avec la foule, les applaudissements, les caméras? Le vieil éleveur posa une main rassurante sur son épaule. Il ne s'agit pas d'une performance, Mathieu. Il s'agit de montrer une vérité. Et la vérité qui existe entre vous est trop puissante pour échouer. Pourtant, la veille du départ pour la Normandie, l'angoisse atteignit son paroxysme. Après une nuit blanche à imaginer tous les scénarios catastrophiques possibles, Mathieu saisit son téléphone, prêt à appeler Giraud pour annuler leur participation. Son doigt s'apprêtait à composer le numéro lorsqu'une petite voiture bleue s'engagea dans l'allée. Une femme en descendit, tenant par la main une fillette que Mathieu reconnut immédiatement. Léa, l'enfant trisomique qui avait prononcé son premier mot en voyant Liberté. « Bonjour, Mathieu », salua sa mère avec un sourire chaleureux. « Léa tenait absolument à vous donner quelque chose avant votre grand départ. » La petite fille s'avança timidement, serrant contre elle une grande feuille de papier soigneusement pliée. Avec une solennité touchante, elle la tendit à Mathieu qui s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Pour toi et Liberté », dit-elle clairement, ses yeux pétillants de fierté. Le dessin représentait Mathieu et Liberté volant au-dessus des nuages, leur silhouette simplifiée, mais immédiatement reconnaissable. En bas de la page, écrit avec l'application maladroite d'un enfant qui apprend à former ses lettres, une phrase simple « Vous êtes libre ». Quelque chose se dénoua dans la poitrine de Mathieu. Il remercia Léa, la gorge serrée par l'émotion,
et rangea soigneusement le téléphone dans sa poche. Le dessein d'enfant avait accompli ce que toutes les paroles rassurantes n'avaient pu faire, lui rappeler l'essence même de son voyage avec liberté. Le lendemain, un petit convoi quitta Saint-Pierre-des-Champs sous les encouragements de presque tous les villageois. La camionnette spécialement aménagée pour transporter Liberté ouvrait la marche, suivie par plusieurs voitures transportant ceux qui avaient joué un rôle clé dans cette aventure. Marcel, François et Sophie Mercier, Jean-Pierre Lavallée, le docteur Bernard et même le sergent Moreau qui avait pris un jour de congé spécialement pour l'occasion. L'arrivée au Haras du Pin, le lendemain matin, coupa le souffle à Mathieu. L'imposante architecture classique, les écuries immaculées, les allées parfaitement entretenues, tout respirait la grandeur et la tradition séculaire. Ce domaine, conçu sous Louis XIV et souvent comparé au château de Versailles pour sa splendeur, incarnait l'excellence équestre française depuis 3 siècles. « C'est intimidant, n'est-ce pas ?» murmura Sophie en observant son expression. « Pense simplement que Liberté mérite d'être ici. Sa lignée est aussi ancienne et noble que ses bâtiments. » Curieusement, Liberté lui-même semblait parfaitement à l'aise dans ce cadre prestigieux. Descendu de la camionnette, il observait son nouvel environnement avec une tranquillité surprenante, comme s'il reconnaissait intuitivement un lieu dédié aux chevaux depuis des générations. Les heures précédant la présentation s'écoulèrent dans un brouillard d'activités. Des journalistes sollicitaient des interviews, des officiels venaient présenter leur respect, des organisateurs vérifiaient 1000 détails. Au milieu de cette agitation, Mathieu cherchait à préserver une bulle de calme pour lui-même et pour Liberté, sachant que leur connexion silencieuse était la clé de tout ce qu'ils accompliraient. 1 heure avant la démonstration prévue, alors qu'il se préparait dans l'écurie temporaire attribuée à Liberté, un doute paralysant s'empara à nouveau de lui. La grandeur du lieu, les centaines de spectateurs déjà installés dans les tribunes, l'importance symbolique de l'événement, tout semblait soudain insurmontable. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-il à Jean-Pierre qui l'aidait à se préparer. « Toutes ces personnes, les attentes sont trop grandes. » Le vieil homme l'observa un moment, puis sortit de sa poche le dessin de Léa, soigneusement plié. « Regarde ce que cet enfant a vu en vous deux. Pas des performeurs, pas des attractions. Des êtres libres. » Dans la grande arène centrale, l'excitation était palpable. L'élite équestre française, des représentants du ministère de la Culture, des éleveurs renommés, des journalistes internationaux. Tous attendaient ce qui avait été annoncé comme une démonstration extraordinaire de réhabilitation équine. Lorsque le moment arriva enfin, Mathieu fit quelque chose d'inattendu. Au lieu d'entrer avec Liberté tenue en longe, comme le voulait la tradition, il choisit simplement de marcher à ses côtés. Sans corde, sans licol, sans aucun équipement de contrôle, juste 2 êtres avançant ensemble par choix mutuel. Un murmure parcourut l'assistance lorsqu'ils pénétrèrent dans l'arène baignée de soleil. Liberté, dont la robe grise scintillait comme de l'argent liquide, marchait avec une dignité tranquille, parfaitement synchronisée avec les pas mesurés de Mathieu. Sans parole, sans geste ostentatoire, ils commencèrent leur démonstration. Mathieu s'arrêtait, Liberté s'arrêtait. Ils changeaient de direction, le cheval le suivait. Un langage invisible semblait les unir, une communication au-delà des méthodes conventionnelles d'équitation. Progressivement, la complexité des figures augmentait. Liberté exécutait des mouvements dignes du dressage de haut niveau, répondant à des signaux si subtils qu'ils étaient imperceptibles pour les spectateurs. Un silence respectueux s'était installé, l'audience collective retenant son souffle devant cette danse improbable entre un jeune homme au corps blessé et un cheval autrefois brisé. Le moment culminant vint lorsque Mathieu, au centre de l'arène, posa délibérément sa canne sur le sol. Un geste simple mais lourd de signification. Pour la première fois en public, il se tenait parfaitement droit, sans support, offrant sa confiance absolue à Liberté, qui se plaça doucement à ses côtés. D'un mouvement fluide, Mathieu monta sur le dos du percheron, toujours sans selle ni bride. Ensemble, ils effectuèrent un tour complet de l'arène. Mathieu complètement libéré de ses appuis artificiels. Liberté guidée uniquement par la pensée et l'intention. Lorsqu'ils s'immobilisèrent finalement au centre, un silence de cathédrale régna pendant quelques secondes, puis explosa en une ovation spontanée, sincère, émue.
des experts en larmes, des enfants ébahis, des journalistes oubliant momentanément leur professionnalisme, tous unis dans la reconnaissance d'avoir assisté à quelque chose de rare et précieux. Dans les mois qui suivirent, le modèle du sanctuaire Liberté inspira des initiatives similaires à travers la France. Des articles scientifiques furent publiés sur la méthode de Mathieu, désormais officiellement reconnue comme une approche innovante de réhabilitation équine. Des équithérapeutes venaient se former à Saint-Pierre-des-Champs, transformant la tragédie personnelle de Mathieu en un mouvement de renouveau dans les pratiques équestres françaises. Par un après-midi doré d'automne, tandis que les feuilles des platanes commençaient à se parer de teintes cuivrées, Claudine Bonnet observait Mathieu travaillant avec Marion, la petite fille autiste. Pour la première fois, l'enfant souriait en caressant la crinière de Liberté, un progrès qui valait tous les rapports médicaux du monde. « Tu aurais pu utiliser ces 100 € pour ton traitement », remarqua doucement la pharmacienne. « Tu ne regrettes pas parfois ?» Mathieu contempla l'horizon où d'autres chevaux rescapés paissaient tranquillement dans la lumière dorée du soleil couchant. Sa démarche, bien qu'encore imparfaite, s'était considérablement améliorée. Mais la véritable guérison avait pris une forme qu'aucun médecin n'aurait pu prescrire. « Je cherchais une guérison », répondit-il avec sérénité. « Et je l'ai trouvée, simplement pas de la façon que j'imaginais. » Comme pour confirmer ses paroles, Liberté s'approcha doucement, posant sa tête majestueuse sur l'épaule de Mathieu dans ce geste de confiance absolue qui les caractérisait désormais. Deux âmes brisées qui, unies, avaient découvert non seulement la guérison, mais aussi un but. Prouvant que parfois, ce sont précisément nos blessures qui nous permettent de reconnaître et de soigner les blessures des autres.